et bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences organisé dans le cadre de la section jeux vidéo et réalité virtuelle du Festival du film fantastique de Strasbourg. Une conférence qui est aujourd'hui dédiée au versus fighting. On s'est dit que le thème était plutôt opportun parce qu'on a une scène ici qui traîne dans le local notamment, et puis on a des gens qui organisent aussi des tournois sur des jeux un petit peu plus anciens avec de jolies bornes qui collectionnent. Donc on s'est dit qu'on avait envie de faire un point sur le versus, son origine, les jeux qui ont fondé et marqué le genre, la concurrence, comment le versus a évolué, à quel moment il s'est peut-être un petit peu perdu avec des jeux qui ont changé et des jeux qui ont moins, on va dire, intéressé une partie des bastonneurs d'antan. Et on va aussi s'intéresser bien sûr à la dimension e-sport actuelle du versus fighting, même si on sait que le versus fighting c'est un petit peu le parent pauvre de l'e-sport, parce que il génère moins d'argent. Il y a eu un article du Monde de Pixel qui a très bien expliqué ça. Et on a envie de détricoter un petit peu tout ça et d'envisager un petit peu toutes les faces de l'e-sport, enfin, du versus fighting et de l'e-sport qui lui est attenant. Donc avec moi aujourd'hui j'ai Aurélien Laureau. Oui, bonjour. Alias Korama Tengu, alias Doc, pour ceux qui lisaient les magazines EUJN au début des années 2000. Donc je suis une espèce de truc multicarte, traducteur, consultant, etc. Voilà. J'ai travaillé en tant que staff sur les tournois de jeux de combat à partir de fin 99 et jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai organisé des tournois en France, en Belgique. Tu veux stocker. On a TMDJC avec nous qui va se présenter lui-même. Bien foutu, bonjour, donc TMDJC, l'homme qui ne dira pas versus fighting, parce que nous n'allons pas parler de versus fighting, nous allons parler de jeux de combat, mais on reviendra sur cette notion-là, parce que c'est l'homme chiant du truc. Ça commence. Et voilà, podcasteur, animateur, conférencier, qui navigue dans le jeu de combat vraiment de manière très régulière depuis 2001, mais qui a mis les doigts dans la prise en fait avec la sortie de Street Fighter. Moi j'ai découvert en 88, mais qui est sorti en 87, voilà. Et nous avons Yamato, à sa gauche. Bonjour. Alors, moi c'est Yamato, effectivement. Dans la vraie vie, je m'appelle Valentin. Yamato, c'est un peu lourd à porter. Moi, pour ma part, j'ai mis les doigts dans la prise vraiment avec la compétition. C'est vraiment l'aspect compétitif de Street Fighter qui m'a accroché en 2003 avec Street Fighter 3. Et puis finalement, de fil en aiguille, organiser 2-3 tournois, participer aux assos locales. Et puis je me suis lancé en 2009. Je suis parti avec mon PC pour streamer des compétitions en France et en Navarre. Et tant et si bien que c'est maintenant mon travail. Je suis directeur technique et je m'occupe de la prod de beaucoup d'événements, surtout baston, mais majoritairement e-sport. Et la baston reste ma passion première dans les jeux vidéo, clairement. Et last but not least, Nishan, que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, qui va se présenter aussi. Bah écoute, j'espère, venant de Strasbourg, j'espère bien. Bonsoir tout le monde, donc effectivement, moi Nishan, que dire, président de l'association La Chronique du Geek, qui est juste à côté, animateur aussi radio pour le Workless Playmore que vous retrouvez normalement dans quelques minutes sur les ondes du 91.9 FM, et avec une très grosse passion pour le versus fighting, et ça je pense que vous le savez tous. En tout cas, ceux qui me connaissent, voilà. Merci à vous quatre d'être là. Et on va démarrer tout de suite avec... on va faire ça, pas forcément de manière chronologique, mais en tout cas, on va démarrer par peut-être l'origine du versus fighting ou du jeu de baston. Je vois le regard lourd de TMDJC. On va démarrer en se demandant, en fait... comment est-ce que des développeurs de jeux, que ce soit en arcade ou autre, on va essayer de voir ça aussi, se sont dit, tiens, on va faire en sorte que deux joueurs puissent jouer l'un contre l'autre, donc sur un plan 2D, parce qu'à l'époque il n'y avait que des jeux en 2D, ou presque. Comment ils sont arrivés à se dire,
on va faire s'affronter deux joueurs en même temps sur un jeu de combat pied-point, sachant que ça remonte, si je ne dis pas de bêtises, à avant un certain Street Fighter 2. Grosso modo, avant 91, 92, bien avant même. On est bien C'est d'accord. 87. 87. Allez Doc, prends ton micro. C'est 87 Street Fighter, donc en gros on est bien avant, oui. On va peut-être commencer par Karate Champ, hein. Je pense que c'est le... Tu commences par ce que tu veux. Donc Karate Champ qui est un jeu qui était très inspiré par les... comment il s'appelle ? Ça y est, c'est parti. Enfin bon, c'était très inspiré par le cinéma japonais d'action des années 70. Et non, pas Bruce Lee pour le coup. C'est la série justement des Karate Fighters. Donc c'est un tout petit peu avant Bruce Lee justement, ou est en partie en parallèle. Et j'ai oublié le nom de l'acteur, je l'avais noté sur le petit papier, Mais tu n'as plus ton petit papier. Voilà, c'est un peu ceci. Je vais te laisser peut-être à élaborer un petit peu sur les jeux de cette époque, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est important là-dessus, qui va apporter une base, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui on ne peut pas encore jouer à deux, on joue tout seul contre des ennemis qui s'enchaînent. Donc avec quelque chose qui ressemble un tout petit peu finalement à un beat'em up, mais avec un seul autre ennemi à l'écran. Et le genre justement de jeu de combat, ce qu'on appelle Gakuto Game au Japon, englobe donc les jeux de baston de tout genre, donc jusqu'à très large. C'est-à-dire on peut également inclure des jeux comme Virtualon, comme Senko no Rundo, ou des choses comme ça, qui sont des jeux de combat au Japon. Donc voilà. Et un beat'em up et un jeu de combat sont des Gakuto Game au Japon. Il n'y a pas de différence entre les deux. Si jamais on doit parler de ce qui s'est passé avant Street Fighter 2, ce qui risque d'être long et compliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux en fait beaucoup de concepteurs qui ont fait le choix effectivement de faire se rencontrer deux personnages ensemble. C'est toujours d'abord très sympa à regarder, c'est très facile visuellement en fait de comprendre de quoi il leur tourne, on comprend très très vite l'action, donc c'était très logique en fait que ça vienne. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait avant Street Fighter 2 vraiment comme ça, plus à mon avis que vous faire une liste de jeux, parce que voilà, il y a Wikipédia, il y a Internet maintenant, il y a plein de podcasts qui ont déjà été faits sur l'avant Street Fighter 2. Ce qui, à mon avis, est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, il va y avoir un Street Fighter 2. Pourquoi les personnages, j'allais dire un truc Ouais, le pognon. Le pognon, je pense que ça a beaucoup joué. Le pognon, exactement. Ça a énormément joué. Moi j'étais là d'ailleurs en réunion, j'étais j'étais à cette réunion Capcom, là il y a et François qui convoque le codir et qui fait écouter les mecs. Street Fighter 1 c'était cool, mais c'était un peu schnaps quand même, tu vois, il faut bien le dire. En plus, la première version de Street Fighter, il faut taper du poing sur la borne. Et les Américains, ils tapaient tellement fort qu'ils finissent par se blesser. Donc du coup, c'est comme ça qu'est né le principe de 6 boutons. Mais il manquait un truc. Et là, il y a Michel qui se réveille et qui fait « Écoute, j'ai une idée. On va mettre un deuxième joueur. Et un joueur qui perd, il doit remettre sa pièce pour jouer. » Mind blown. À partir de là, le versus fighting était né. Et c'était la fête. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit, en fait, le principe de Street Fighter 2, c'est de rendre le jeu d'arcade encore plus rentable qu'il ne l'est à l'époque. Puisque tu joues à Final Fight, tu mets ta pièce de 100 yens, ou de 5 francs si tu es en France, tu finis le jeu, tu es resté une demi-heure sur la borne, et la borne, elle a rapporté 5 francs en fait. Tu joues à Street Fighter 2, tu as 3 rounds de 99 secondes, voilà, tu perds, tu veux rejouer contre ton adversaire, tu remets une pièce. Et là tout de suite, les crédits s'enchaînent beaucoup plus vite. Donc clairement, la logique, elle n'est pas que monétaire évidemment, mais c'est quand même un paramètre très important à l'époque de l'arcade. Tu parlais de l'aspect monétaire, il y a évidemment l'aspect compétitif dont on va également parler pendant ce moment. Ce qui est intéressant de noter à mon avis sur cette partie-là, et surtout la manière dont les choses sont enchaînées, c'est qu'il n'y a pas du tout de recul quand Capcom sort Street Fighter 2, parce que là on a fait un violent passage du coup à Street 2 directement. Il n'y a aucun recul, donc ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils ont commis. Alors il faut savoir un truc qui est super important. Capcom a toujours fait d'excellents jeux.
je pense très sincèrement qu'ils ne l'ont jamais fait exprès. C'est-à-dire que il y a des moments où ils balancent des trucs, et vraiment je les adore Capcom, hein, mais ils balancent des trucs et ils se rendent compte plus tard en fait qu'ils ont fait un truc génial, et là ils se disent bon, comment est-ce qu'on va faire pour faire perdurer le truc? Et là en général ils se vautrent. Parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce qu'ils ont fait, ce qui fait que ça marche. Donc quand ils sortent Street Fighter 2, ils sortent des personnages que tout le monde connaît aujourd'hui. Là aujourd'hui on parlerait de dire ouais bon c'est des trucs, c'est un peu kitsch ou etc. Il faut remettre les choses dans le contexte. Quand ils l'ont sorti à l'époque, ces personnages-là n'existaient pas, il n'y avait pas d'avant Street Fighter 2. Donc évidemment aujourd'hui il y a des Fei Long dans tous les jeux, il y a des Honda dans tous les jeux, j'en passe des meilleurs, mais au moment où Street 2 sort, même si c'est des archétypes qui sont facilement identifiables, ces archétypes n'existent pas vraiment dans le monde vidéoludique comme ça a été fait, et surtout on était incapable de s'affronter. Et à l'époque, puisque la problématique de Street Fighter 2 faisait qu'on ne pouvait pas jouer le même personnage, ils avaient gardé le principe de Ryu et Ken, qui était le seul moment où les personnes pouvaient s'affronter avec exactement les mêmes armes, et c'était devenu le moment où on se rencontrait, on se disait bon ok, très bien, là t'as Ryu, j'ai Ken, on va savoir vraiment qui est le meilleur. C'est vrai. Voilà. C'est difficile de rebondir parce qu'effectivement, du coup, on a plus ou moins. En fait, Street Fighter 2, il a clairement franchi un énorme palier, et je pense qu'on peut dire que c'est un peu le maître étalon de la baston moderne, clairement. Mais voilà, à partir de là, Capcom effectivement est sur une poule aux œufs d'or. Le jeu marche, c'est la folie aux États-Unis, au Japon, en Europe. Il y a des salles d'arcade qui font des fortunes avec Street Fighter. Le jeu. Il y a des dizaines de milliers de copies arcade qui sont vendues dans toutes les salles. Et enfin, il y a la queue devant la borne, quoi. Juste par rapport à l'histoire de Street Fighter 2, Capcom n'a jamais vendu autant de Street que Street Fighter 2. C'est toujours aujourd'hui chez eux en fait la poule aux œufs d'or. Hein. Le Street Fighter 4 qui a fait de très bons chiffres par rapport à d'autres Street est très très loin derrière. Et là du coup, les autres éditeurs se réveillent. Ils font ah ouais en fait il est pas mal ton concept parce que du coup les gens mettent 2 fois plus d'argent dedans. En plus c'est compétitif donc ça les motive effectivement. Et là bon on commence à voir effectivement apparaître du coup Mortal Kombat je pense avec les frangins Boon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a SNK qui commence également aussi mais c'est avant. C'est même un chouïa avant. C'est même un chouïa avant. Et en plus c'est un mec de Capcom qui vient justement pour. Alors vas-y. C'est un monsieur de Capcom qui vient créer Fatal Fury et Piston Takashi. Et donc le suivant qui est Art of Fighting. Ouais. Donc effectivement oui, ce qui est intéressant c'est que le monsieur qui a fait le premier Street Fighter a fait Fatal Fury et Art of Fighting. Et je me permets d'enchaîner là-dessus pour dire que, à mon avis, si le jeu de combat en est là aujourd'hui, on le doit beaucoup à la guerre qu'il y a eu entre Capcom et SNK, parce que lorsque, effectivement, il y a certaines personnes de Capcom qui sont parties chez SNK, ils ne sont pas seulement partis avec la volonté de développer un jeu concurrent, mais aussi d'expliquer pourquoi leur vision du jeu était meilleure que celle de Capcom. Et si vous écoutez Piston Takashi, qui n'aimait par exemple pas du tout ce qui avait été fait autour de Street Fighter 2, alors qu'il était à l'origine de Street Fighter, son Art of Fighting, pour lui, est la vraie suite de Street Fighter. Et d'ailleurs, ça se voit dans plein de petits détails. Et pour citer des anecdotes qui sont très rigolotes, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, ceux ou celles qui ont déjà eu l'occasion de jouer au jeu, le personnage de base s'appelle Ryo, forcément ça fait penser à Ryu. La différence près, c'est que Ryo, lui, il est capable d'envoyer des boules de feu avec une seule main, alors qu'il en faut quand même 2 à Ryu pour envoyer une boule de feu. Ce personnage-là, il est habillé comme Sangoku, donc déjà c'est un super Ryu. Ce personnage-là, il a les cheveux jaunes, donc en fait il est déjà en Super Saiyan, donc il est vraiment, et quand il fait des méga boules de feu, ça prend absolument tout l'écran. Et Ryo, dans le premier Art of Fighting, il va sauver Yuri, sa sœur. Yuri, si vous inversez, ça fait Ryu. Donc en fait, Ryu, pour les Japonais, du côté SNK, c'était la femmelette, avec tout le côté péjoratif que ça peut avoir derrière, et Ryo, qui était beaucoup plus fort, allait sauver Ryu. Donc en fait, il y a déjà tout cet aspect-là caché qui est exprimé autour du jeu, et ça a poussé les deux compagnies à devenir meilleures et à proposer des jeux qui étaient meilleurs, parce qu'il fallait montrer aux gens qui allaient mettre la pièce que le meilleur jeu, il est chez nous. Alors là, on parle de la compétition, de la concurrence qu'il y avait entre SNK et Capcom, en mentionnant évidemment le fait que Street Fighter 2 ait posé la base de tout ce qui se fait aujourd'hui en fait. Est-ce que quand Capcom à l'époque fait Street 2, est-ce qu'ils se disent que ça va devenir un jeu qui va prendre une telle ampleur que des joueurs vont monter des tournois,
parier de l'argent, etc. Quelle était leur vision de la chose quand ils se sont dit on va faire un jeu de versus où les gens vont s'affronter, quel était le but et la finalité? La première fois que Capcom teste vraiment le concept de tournoi, c'est avec la version Super NES, la première version Super NES de Street Fighter 2, et où ils font eux-mêmes un tournoi. Je me permets juste de rajouter que c'est même pas Capcom qui l'a fait au départ, parce qu'ils se sont investis sur le tard, mais c'est Nintendo qui lance le truc. Donc c'est-à-dire que Capcom n'a absolument pas conscience de ça. D'ailleurs, on parle de versus fighting depuis tout à l'heure. Pourquoi je troll ce nom? Parce que en fait, le terme versus fighting appartient à Capcom. C'est Capcom qui a inventé ce terme, comme ils ont inventé d'ailleurs plein d'autres termes par la suite. Tout le monde joue à des survival horror aujourd'hui. Les survival horror, c'est Capcom, c'est eux qui ont déposé le nom. En fait, ils ont à un moment donné, quand ils commençaient à ranger leurs jeux, et ceux qui ont déjà acheté un Street Fighter version japonais ont déjà vu l'appellation versus fighting, tout simplement parce que Capcom en fait avait besoin de ranger ses jeux, et donc quand ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit que pour le client, c'était beaucoup plus facile en fait de retrouver en fait quel type de jeu il aimait bien. Donc physiquement, Street Fighter, c'est du versus fighting, et c'est une petite branche qui s'appelle du head-to-head. C'est-à-dire qu'en plus, dans le versus fighting, il y a des sous-menus, et ils vont faire des catégories. Par exemple, X-Men versus Street Fighter, c'est du versus fighting, et c'est du tag battle, etc., etc. Et donc, ils vont créer à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'en France, on a cette habitude de vouloir absolument s'approprier des fois des termes qui viennent du Japon, mais partout dans le monde, personne ne dit versus fighting. On parle de jeu de combat, on parle de fighting game, mais c'est vraiment typiquement franco-français en fait d'avoir voulu dire que voilà, le versus fighting, c'est ce qui représentait notre communauté. Et ce qui me dérange parfois avec ce terme, c'est que personne ne met les mêmes catégories de jeux dans le jeu. Donc les gens qui jouent à beaucoup de jeux de combat parlent de versus fighting pour tous les jeux de combat. Il y en a certains qui vont vous dire « Ouais, mais non, Tekken, c'est du jeu en 3D, donc c'est pas vraiment du versus fighting parce que c'est l'un contre l'autre. » En fait, cette terminologie ne veut strictement rien dire. Et voilà pourquoi très souvent, je milite pour qu'on utilise un mot qui existe en France, d'ailleurs, qui est jeu de combat tout simplement. Sachant que versus fighting est quelque chose qui est moqué et qui est toujours moqué partout dans le monde. Et il y a même eu un tournoi en Grande-Bretagne qui a été appelé comme ça parce qu'ils trouvaient ça très drôle. C'est marrant, on se passe les micros, c'est drôle. On a juste lancé justement cette fameuse guerre là à l'instant. J'aimerais bien lancer un petit débat, mais très rapide. Capcom ou SNK? Il n'y a pas de débat. Si justement, il faut argumenter un minimum quand même. C'est là qu'il n'y a pas de débat parce qu'en fait, il n'y a que des très bons jeux pour de vrai. C'est-à-dire que le mec qui aime vraiment le jeu de combat, il joue aux deux. Enfin, donc on a chacun nos préférences. Mais ouais, il y en a qui vont parler d'Arc 6. Mais de toute façon, on va forcément parler d'Arc 6 parce que Arc 6 ça met beaucoup de choses en fait dans le domaine du jeu de combat. Après, il ne faut pas se voiler la face. Que ce soit Arc System Works, SNK ou Capcom, c'est un peu toujours les mêmes personnes derrière au final. Namco. Te manque le Namco, mais on parlera quand ça arrive. Que finalement, les pionniers, ils étaient plus ou moins touchés Capcom, et ensuite il y a eu des scissions qui ont fait qu'effectivement, on a eu Arc System Works, on a eu SNK et plein d'autres entreprises japonaises, et qu'on retrouve parfois, par exemple, le producteur de King of Fighter 14, qui avait disparu après avoir fait Garou chez SNK, et là qui réapparaît, du coup, tiens, on va faire KOF 14. Ok, d'accord. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont une expérience de dingue, mais finalement c'est un milieu qui est assez petit en termes de créateurs de jeux, et c'est pour ça qu'on va retrouver au final des influences dans les uns et les autres, et parfois, ou même parfois des contre-pieds, comme tu nous disais dans Art of Fighting. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse et l'âge d'or en fait de l'arcade, enfin des jeux de combat en arcade dans les années 90. C'est qu'entre l'émulation et le fait qu'ils ont tous été plus ou moins à la même école à la base, et qu'on a eu de nombreuses branches différentes, et qu'on a à l'heure actuelle en fait autant de séries en fait à jouer, c'est finalement grâce à cet héritage hyper riche des années 90, clairement. Et ce qui est incroyable pour les éléments de cette époque, je trouve ça très très drôle, le jeu de balai des micros, ça me plaît beaucoup. Ce qui est très intéressant dans cette partie-là, c'est de voir à quel point en fait il y a des jeux qui ont posé des bases. Alors évidemment on parle de Street 2, mais il faut en rajouter d'autres, qui sont des codes qui aujourd'hui sont utilisés dans vraiment tous les jeux ou dans la majorité des jeux d'un style particulier. Pour ceux qui ont l'habitude des jeux de combat, vous le savez, il y a deux grandes écoles de base qui sont donc les jeux type 2D, même si le jeu est en 3D, et les jeux type 3D. Mais dans ces deux catégories-là, vous allez retrouver des codes qui sont quasiment utilisés dans tous les jeux. D'ailleurs, quand un concepteur se met à proposer quelque chose de neuf, très souvent, au tout départ, les gens gueulent en disant « Non mais il n'a rien compris, on ne peut pas faire de footies, on ne peut pas faire de ça, on ne peut pas faire de ça. » Parce que lui, il se dit « Bon, je vais essayer de voir autre chose. » Mais dès qu'on change
un des codes de base du jeu, ça pose tout de suite problème à la communauté, jusqu'à temps, si le jeu fonctionne, que les gens se disent « mais oui, c'est des visionnaires », bon ça, 10 ans après, évidemment. Alors, Yamato, tu as cité l'âge d'or de l'arcade et des jeux de combat. Qu'est-ce que l'âge d'or des jeux de combat selon toi? Parce que ça fait un petit peu un rappel par rapport à la conférence qu'on a fait sur le JRPG, où on disait que justement le terme âge d'or était un peu désuet, bon, en tout cas pour le JRPG. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'âge d'or du jeu de combat en arcade et à quelle période ça correspondrait avec quel jeu? Clairement, Street Fighter 2, il a lancé le bousin. C'est évident, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Je suis assez d'accord avec TMDJC quand il dit que Capcom, ils font des trucs merveilleux sans s'en rendre compte, sans vraiment faire exprès. Après, voilà, Street Fighter 2 a lancé le truc, a créé du coup une émulation, et je pense qu'on peut dire que l'âge d'or, le point culminant, ça serait plus ou moins aux alentours de Super Street Fighter 2 Turbo, donc la dernière version, ou Super Street Fighter 2X au Japon. Je dirais entre 94 et 98, c'est vraiment... 94-98, sachant que la pour production... moi, l'âge d'or, ouais, vraiment l'âge d'or, là pour vraiment enchaîner, moi je suis assez d'accord avec Yamato, c'est 94-98, c'est là où tu vois vraiment les plus gros jeux sortir, ceux qui aujourd'hui, alors tu peux en rajouter d'autres derrière, Surstrike est sorti en 99, mais vraiment sur cette partie-là, c'est vraiment là où tu vas retrouver les jeux qui sont parfois même encore joués aujourd'hui, alors que tu dis qu'on est en 2017. Sachant que dans cette période-là, on a eu également Virtua Fighters, Tekken également, enfin on a eu les premiers jeux de baston 3D, les Darkstalkers effectivement, ils sont évidemment... à l'origine de tellement de choses aujourd'hui, on parlait d'Arc-Sys tout à l'heure, c'est une influence majeure. Ah oui, complètement. C'est clair et net que Vampire Savior étant l'épisode charnière de la série par exemple, on lui doit encore beaucoup, et même quand on y joue encore aujourd'hui, enfin un initié du jeu de baston qui joue à Vampire Savior aujourd'hui va s'apercevoir qu'effectivement il y a énormément de choses de socle commun avec pas mal de joueurs Systemworks finalement. Donc ouais, 94-98, les productions s'enchaînent, le CPS2 il est dans toutes les salles d'arcade, le MVS est dans le monde entier. Moi je discute souvent avec par exemple des joueurs d'Afrique du Nord, au Maghreb notamment, ils ont dosé KOF 95, KOF 96, les Metal Slug, bon, tous les jeux MVS effectivement qui sont qui sont pas chers, qui sont très facilement clonables également, qu'on va retrouver aussi en Chine, en Amérique du Sud. Il y a des gens, je leur dis, vous savez qu'il y a une scène en Amérique du Sud sur les vieux King of Fighters qui est florissante avec un niveau de brute épaisse. En Afrique subsaharienne aussi, il y a des gens extrêmement forts sur King of Fighters. Enfin, les jeux ils ont fait le tour du monde quoi, de cet âge-là. Je pense que c'est le moment d'introduire justement Tekken pour ce domaine-là. On a justement Tekken et si KOF est extrêmement présent en Amérique centrale plus que du Sud, mais c'est Mexique, Pérou, Brésil pour les grands pays de KOF en Amérique du central et du Sud. Et sinon on a effectivement tout le Maghreb, on a toute une partie de l'Asie du Sud-Est, qui vraiment qui sont des coins où il y a eu une grande présence de KOF. Et à l'opposé, on va avoir toute une partie du monde où il n'y avait que Tekken. C'est-à-dire en Russie, il n'y avait quasiment que Tekken. En Amérique du Sud et en toute l'Amérique effectivement subsaharienne, c'est quasiment que Tekken. On a une partie de l'Amérique du Sud également où il y avait une possibilité d'avoir des consoles plus récentes, qui a également été énormément colonisée par Tekken. Et on a des coins du monde où Tekken est le deuxième, voire le premier jeu le plus joué, toujours aujourd'hui. Voilà, je fais une courte parenthèse là-dessus, mais il faut bien se rendre compte parce que très souvent Tekken, c'est pour les gens qui jouent au jeu de combat, c'est un petit peu parent pauvre, c'est-à-dire qu'on part du principe que les vrais joueurs ne jouent pas à Tekken, etc. Il faut bien se rendre compte que Tekken, c'est clairement le jeu de combat le plus joué. Faut vraiment, ça c'est un truc, il ne faut surtout pas l'oublier. Très souvent dans les compétitions qu'on fait entre nous, c'est le jeu qu'on va mettre en dernier pan quand il est là. Mais il faut bien se rendre compte que dans les grosses majorités des compétitions qu'on voit un peu partout, Tekken est ultra présent. C'est un jeu, quand vous voyez les chiffres de vente de Tekken à côté même d'un Street 4, qui est chez Capcom un jeu qui s'est plutôt bien vendu, ça n'a strictement rien à voir. Donc pas qu'en Corée, Tekken, bien plus large, et surtout des chiffres de piratage effectivement en Afrique et en Russie qui sont absolument exceptionnels. C'est-à-dire que
il y a quasiment un Tekken copié par machine dans certains pays. C'est absolument impressionnant. Mais c'est effectivement des jeux qu'on voit moins représentés en fait, puisqu'ils sont moins présents dans la scène compétitive, en France particulièrement. Même après, en fait, dans d'autres pays, hein, je sais qu'en Europe, c'est un jeu c'est comme FIFA en fait, c'est un jeu qui se vend très bien. Et je fais souvent le parallèle avec la scène compétitive FIFA, que beaucoup d'organisations e-sport essayent de faire monter, mais la sauce a du mal à prendre. Et ils ne comprennent pas, parce qu'effectivement, le jeu se vend à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Mais finalement, c'est un jeu qui va être abordé de façon plus casual. Hein. On joue à Tekken entre potes, soirée bière pizza, on joue un petit peu maintenant avec les modes en ligne. Mais c'est très difficile de fédérer le public de Tekken pour venir jouer en tournoi. Là, avec le 7, ça commence à décoller un peu. À l'époque du 3, il y avait aussi une scène compétitive assez importante qui avait été initiée en France avec le fameux tournoi de la Harley-Davidson gagné par le fameux Pierre Landouzi, hein, qui avait également gagné le concours Gran Turismo. Enfin, voilà, il y a pas mal de légendes à ce niveau-là avec les tournois avec des personnalités comme Ryan Hart en Angleterre et tout. Mais c'est des jeux qui finalement font leur petit bonhomme de chemin dans l'ombre et qui pourtant se vendent et sont très très joués. Et Tekken est un jeu qui est populaire aussi parce que il a été popularisé par les cybercafés. Toujours aujourd'hui, dans tous les pays où il y a moyen de mettre une pièce pour jouer 1 heure, pour jouer 2 heures, comme on joue sur un PC, sur une console, on aura Tekken, on aura un jeu de foot. Ça peut être effectivement FIFA ou PES selon l'époque et selon le pays. Mais Tekken est omniprésent pour effectivement passer une après-midi entre potes autour d'une console. Alors si vous n'avez jamais vu ce genre de dispositif, c'est génial. C'est-à-dire que vous allez dans un pays, je sais que par exemple au Maghreb toujours, ou en Côte d'Ivoire aussi, tu marches dans la rue, puis tu as des espèces de petites échoppes où il y a des gens en train de jouer à la console dans la rue. Et en fait la console elle est reliée à un monnayeur. Et en gros quand tu mets ta pièce, tu as un timer avec de l'électricité. Et si le timer il arrive à 0, ça coupe le jus. Donc, autant te dire que... Mais pourtant ça marche du tonnerre. Et il joue effectivement, il joue à FIFA, il joue à Tekken, il joue à plein de jeux comme ça. C'est les bandes d'arcade homemade. Mais c'est là que tu vois qu'effectivement Tekken peut être très populaire effectivement en dehors de... dans pas mal de pays où on ne s'attendrait pas à les voir parce qu'il n'y a pas de marché d'arcade à proprement parler, mais il y a des solutions alternatives pour y jouer de manière populaire. Sinon, petite anecdote amusante, le succès de Tekken dans les territoires russes est expliqué par certains par la popularité donc, de la Dendy, la NES piratée qu'on trouvait énormément en Russie, c'est un produit chinois qu'on trouvait énormément en Russie, et il jouait énormément à des clones de Mortal Kombat 3, qui je crois qu'ils sont allés jusqu'au 5 ou 6, et c'est le gameplay qu'il y avait sur ces Mortal Kombat là qui leur a donné envie finalement de continuer à jouer sur Tekken. Et c'est l'anecdote effectivement qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de jouer à la NES finalement, ou plutôt à la Famicom, au début des années 90, pour se mettre à jouer sur PlayStation à Tekken. Alors, pour aller dans votre sens, petite anecdote personnelle aussi, j'ai cherché il n'y a pas longtemps sur YouTube des vidéos de KOF 98 et je suis tombé sur des matchs Fight 4. Donc Fight 4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit logiciel client que vous pouvez télécharger et qui vous permet de jouer à beaucoup de jeux d'arcade à plusieurs, que ce soit du versus ou du run and gun ou du shmup, etc. Et je suis tombé sur des vidéos de Pakistanais qui jouaient à KOF 98 et je peux vous assurer qu'ils rigolent pas du tout. Voilà. Ils sont très très forts, c'était vraiment très très impressionnant. C'est vrai que, donc je reprends ce que vous avez dit, c'est vrai que moi je viens de l'île Maurice et lors de mon dernier voyage, donc j'ai cherché partout justement des bornes d'arcade, ce qui était logique, j'avais envie de doser, et le système était effectivement là, on mettait des pièces et le seul jeu de combat qui venait dans les salles c'était effectivement Tekken. Ok, bon bah du coup j'ai passé 2 semaines à doser Tekken tout seul, malheureusement. mais j'étais content parce que j'avais quand même la possibilité de voir un nouveau système que je ne connaissais pas. Donc c'est une PlayStation qui tournait, donc en plus, pendant le timer, il y avait des chargements. Donc en fait, tu mets ta pièce, bah oui, voilà. Donc tu mets ta pièce, tu attends ton chargement, tu dis bon, bah, tu as le temps qui décompte, bah, finalement tu joues 2-3 matchs et c'est fini. C'est très drôle, hein, franchement. Mais là, pareil, donc pour revenir un peu sur KOF 98. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être sur Neo Geo CD. Hein. Pas encore assez développé là-bas.
Sinon, si vous êtes un peu curieux et que vous regardez sur les groupes Facebook pour voir un petit peu la popularité de Tekken, le nombre de groupes Facebook pour Tekken est absolument extraordinaire. C'est plusieurs centaines, rien que pour Tekken. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes d'expatriés de tous les pays du monde. Et même, donc, on a des groupes iraniens, on a des groupes irakiens, on a des groupes libyens qui jouent à Tekken absolument partout dans le monde. C'est un moyen, effectivement, de se rappeler du pays. Parce qu'on jouait à Tekken quand on était au pays. Alors, ce qui est extrêmement drôle, c'est que moi, à l'époque, j'étais jeune ado et je lisais la presse jeux vidéo. Et dans la presse jeux vidéo en France, on nous survendait Virtua Fighters. On nous survendait Virtua Fighters 2. Et Tekken, ils disaient ouais, c'est pas mal Tekken, mais bon, c'est un peu un jeu de sac. Virtua Fighters, c'est le jeu des vrais bonhommes, les vrais joueurs de jeux de baston et tout. Et pourtant, au final, quand on regarde maintenant avec le recul, très honnêtement, entre Virtua Fighter et Tekken, c'est Tekken qui avait complètement gagné la guerre. Bon, ceci dit, Virtua Fighter, effectivement, enfin, jeu de bonhomme, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est un jeu qui est à la fois paradoxalement très accessible parce que tu as très peu de boutons et c'est que des manips, mais c'est ultra difficile de jouer correctement Virtua Fighter. Alors que Tekken, tu arrives, tu fais 3 fois carré, déjà il se passe un truc. Donc, tu joues Eddie, tu appuies sur tous les boutons, tu gagnes. Non, c'est pas vrai, faites pas ça chez vous, c'est dangereux déjà. C'est dangereux déjà et en plus c'est pas vrai. Mais ouais, c'est vrai que et Virtua Fighter au final, il nous était survendu parce que c'est le jeu a une grosse scène compétitive au Japon. Mais alors Doc, tu pourras peut-être m'aider là-dessus, mais je suis pas certain qu'en dehors du Japon, le jeu ait une vie en fait. Virtua Fighter ? Non. Non, c'est quasiment. Si, il y a une scène en Corée. Il y a une scène effectivement un petit peu aux États-Unis, mais vraiment dans les deux bouts, c'est-à-dire on a une scène vers. Oui, c'est Markman essentiellement. Quand je dis une scène, effectivement, c'est une scène compétitive avec. Enfin, la tournoi nationale de VF5 dans ses dernières années de vie, c'était 5000 joueurs pour le national, mais c'était vraiment typiquement qu'au Japon. Et c'est vrai qu'à l'époque, le prisme en fait de la presse vidéoludique française était très centré sur le Japon. J'ai presque envie de te dire presque toujours aujourd'hui. Ça veut plus rien dire aujourd'hui la presse vidéoludique parce que c'est vrai qu'elle se résume aujourd'hui à quelques magazines, mais on parlait du terme versus fighting tout à l'heure, mais c'est le cas en France. On a toujours eu un regard sur les Japonais qui est vraiment différent de tous les autres, particulièrement notre communauté, parce qu'on a été noyé de la culture américaine pendant toutes les années 80, mais il y a un moment donné, il y a les jeux vidéo qui sont arrivés, il y a des gens qui ont été pris par la vague, et on a pensé japonais tout le temps, et tous les termes japonais qui étaient très souvent plus des anglicismes, donc le truc totalement paradoxal, on arrivait à dire ah ouais, moi je connais le vrai terme, et voilà, les gens disent aujourd'hui, les vrais savent, on va dire versus fighting, on va dire ça, ou là on va utiliser des termes qui même parfois chez eux ne sont pas utilisés, parce qu'on veut faire plus japonais que les japonais, c'est un truc qui est très présent chez nous. Alors, les choses très drôles, mais là le truc le plus drôle qu'on a en ce moment, c'est ça s'appelle un cross-down. Je crois que c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'un cross-up, c'est quelque chose qu'on croise. On croise le bras pour passer derrière l'adversaire et lui décocher un crochet. Donc c'est un passage en l'eau. Et on a un néologisme qui est absolument extraordinaire. Un cross-down, c'est un passage par le bas. Ce qui ne veut absolument rien dire en anglais, ce qui ne veut rien dire du tout d'ailleurs. Qui est extraordinaire pour le néologisme, c'est formidable. Je pense que effectivement, ils n'ont pas encore découvert ça à l'étranger. Déjà pour Versus Fighting, on se moque de nous, mais alors pour Crossdown, je pense qu'on va prendre cher. Mais alors on va prendre cher. Oh, n'exagérons rien sur Versus Fighting, un peu de valeur affective. Alors, moi j'aime bien Versus Fighting. Je sais, mais toi je t'aime bien, je te promets. Mais c'est vrai que, et du coup, pour revenir à la presse vidéoludique, moi j'ai perdu la foi envers la presse vidéoludique quand je me suis aperçu que Super Butoden 2 sur Super Nintendo, Dragon Ball Z, la légende Saiyan, on nous l'a survendu de ouf et ce jeu c'était vraiment pas bon. Ce qui nous permet de rebondir sur l'âge d'or sur console. Tu préfères lequel sur les 4 ? Oh bah le Hyper Dimension c'est le moins pire, j'aurais tendance à dire. Et encore moins pire, vraiment, parce qu'on avait vraiment beaucoup de très bons jeux de combat sur Super Nintendo. Mais voilà, on était fans, on avait le club Dorothée, du coup on voulait faire Vegeta contre Son Goku, et on était prêt à lâcher 700 francs pour un jeu où tu peux pas mettre ta garde contre Trunks qui fait sa glissade sur le stage de l'eau. C'est incroyable ça. Traumatisme. Voilà, traumatisme, sachez-le. Mais bref, l'arcade donc se développe de manière exponentielle,
Mais nous, en France, on a des salles d'arcade, mais déjà à l'époque, ça commence à sentir un peu le roussi pour les salles d'arcade. On a la tête dans les nuages, mais ça, c'est plutôt 97, 98. Même on est à 97, il me semble, 97, oui, c'est 2000, ça commence à prendre l'eau, donc ça dure 3 ans. Ça dure 3 ans. Avant ça, on a les salles d'arcade dans les magasins Virgin Megastore. Oui, puis un peu avant ça, on a les vieilles salles d'arcade, effectivement, fumées, voilà, où en mauvais. Ta mère te laisse pas traîner là-bas, tu vois, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse dans les salles d'arcade. Voilà. Châtelet, République, à Paris notamment. Moi, j'en connaissais 2-3 comme ça à Bordeaux, où effectivement. Ma mère avait un peu ses cheveux qui se dressaient sur la tête quand je lui disais je vais aller jouer à Street Fighter à la salle d'arcade. Genre, oh, t'es sûr? Tu vas finir drogué? Non, je vais juste mettre 10 balles dans la borne et me faire latter Ryu contre Ken, t'inquiète, je gère quoi. Et du coup, effectivement, en France, on joue beaucoup sur console. Et à l'époque, on découvre Street Fighter 2. Je pense que beaucoup de gens l'ont découvert sur console avec le pack offert pour Noël en grand public. Parce que c'est le jeu qui est vendu avec la console. À une année, et à partir de là, on déroule en fait. C'est le combo gagnant à l'époque. Tu as Street 2 qui est l'un des jeux qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, la Super NES qui est considérée comme la console la plus puissante du marché sur le moment, le pack est pécuniairement parlant accessible par rapport à ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est ça, 1000 et des boîtes, mais 1290. Ouais, c'est ça, 1290. TTC. Ouais, on parle en francs, d'accord. Les anciens se souviennent. Donc oui, on a, enfin c'est presque entre guillemets, je vais dire un truc qui est évidemment pas du tout la vérité, mais c'est presque la version arcade à la maison, parce qu'à l'époque on voit pas les différences, vraiment, on se rend pas compte. En même temps, on a joué à DBZ 2, évidemment qu'on voit pas les différences. Il manque des coups, les personnages réagissent pas pareil, mais on a vraiment l'impression d'avoir sa borne d'arcade chez soi. Et puis voilà, même si le jeu n'est pas parfait, loin de là, il est vraiment bon. Puis clairement, je pense que c'est, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est d'ailleurs même le premier pack Super Nintendo vendu pour la famille. C'est-à-dire qu'il y avait 2 manettes dedans pour jouer à 2 et un jeu de combat. Donc il n'y avait pas de possibilité de jouer chacun son tour. Je pense que le succès de ce pack, enfin de Street Fighter 2 sur Super Nintendo vient déjà à mon avis de là. On achète une console, on a 2 gamins, ça permet de les faire jouer tranquillement, chacun son tour, enfin pas chacun son tour, mais en même temps. Sauf qu'ils se battent après, pour de vrai. Parce que là, c'est part du principe que ils vont jouer tranquillement, etc. Mais il me laisse pas, il fait des boules de feu tout le temps. Sachant que ce type de pack, et le succès de ce genre de pack n'a jamais été reproduit après qu'avec des packs Mario Kart. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux au niveau des ventes avec ce type de pack. Alors on a parlé donc de l'âge d'or du jeu de combat, comment il commence à devenir compétitif donc avec les tournois Nintendo que vous avez mentionnés. Est-ce qu'à un moment donné il y a eu un tournant, est-ce qu'à un bout d'un moment ils se sont dit qu'ils allaient faire passer ces tournois et ces confrontations à l'échelle internationale? On connaît cette célèbre vidéo japonaise où on voit Daigo et Alex Valle se rencontrer, le choc entre les États-Unis et le Japon sur Street Fighter Alpha 3. Est-ce que c'est peut-être à partir de ce moment-là, c'est-à-dire 98, si je dis pas de bêtises, qui correspond à la sortie d'Alpha 3, que la compétition est passée à l'échelle internationale? Alors, il faut mettre les choses dans le contexte. Enfin, pour moi, tu me diras ce que tu en penses après, parce que je pense que tu as un point de vue qui va être très intéressant là-dessus. Ça s'est fait tout en douceur. C'est-à-dire qu'il y a... Déjà, il faut bien se rendre compte que l'e-sport, si on doit parler d'e-sport, il a une particularité par rapport à n'importe quel sport classique, c'est que tu es contraint par l'éditeur. Parce que tu t'appuies sur un jeu, donc tu peux pas... c'est suivant les mises à jour, etc. Donc déjà, d'un jeu à l'autre, il va se passer des choses. Les Japonais ont très très vite fait de la compétition entre eux, ça il n'y a pas de discussion à voir. Nintendo a lancé le truc, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. En fait là, Nintendo il voyait surtout un moyen de vendre des consoles, ni plus ni moins. Donc c'était vraiment pas en vue de l'aspect compétitif vraiment, mais voilà, à l'époque les canons ils passaient, ils te permettaient des fois dans les jeux solo d'inscrire ton nom quelque part, des fois même quand tu avais fait un très très bon score, tu avais ton nom qui était repris, qui était collé dans un jeu qui était vendu officiellement. Enfin, c'était le cadeau ultime, les gens étaient contents, les gens achetaient des consoles, Nintendo avait de l'argent, tout le monde était content. L'aspect d'évolution de la scène compétitive dans le jeu de combat, elle est vraiment particulière parce qu'elle ressemble à aucune autre scène e-sport. On a toujours joué entre nous,
c'est quelque chose qu'on a rarement partagé. C'est vrai que les joueurs de jeux de combat jouent rarement à beaucoup d'autres jeux de manière compétitive. Il y a vraiment une scène qui est vraiment, vraiment particulière. Donc le moment où il y a vraiment un tournant, c'est quand les joueurs prennent en main en fait vraiment eux-mêmes leur jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où il y a un éditeur qui va dire tiens, il y a moyen de se faire du PES là-dessus, on va mettre des ronds, on va faire ça, parce qu'il y en a qui ont essayé, hein, mais le fait que l'aspect mercantile joue, ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que les joueurs se sont toujours appropriés cette scène, et ce qui fait que les rapports e-sport aujourd'hui sont vraiment compliqués dans notre domaine, notamment avec les éditeurs, parce qu'on continue en fait à garder en fait sous la main la scène, et que même quand l'éditeur met la main à la pâte, en fait, il n'a pas pleinement en fait libre cours en fait de faire ce qu'il veut. Donc pour moi, le tournant vraiment international, il même plus tard en fait que 98, parce que oui, il y avait de la compète entre le Japon et les États-Unis, mais le moment où ça se réveille vraiment, pour moi, c'est tout début 2000. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Yamato. 2002 avec le premier Evo d'importance. Ouais, c'est 2002 avec le premier Evo d'importance. Si vous voulez en savoir plus, il y a un vieil article que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait Une petite histoire de baston sur Eric Combo, justement, qui est une compilation de tous les reportages et tous les documentaires qui ont été faits sur les premiers gros tournois de jeux combat. Et il y a justement la fameuse petite histoire avec le tournoi, avec la fameuse finale entre Alex Zayé et celui qui n'était pas encore, comment il s'appelle, The Beast, hein, puisqu'il va obtenir ce nom-là justement après ce premier tournoi international. Mais on va avoir si vous êtes curieux sur toute cette période-là, effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de documentaires, et notamment il y a sur le fameux Evo de 2004, où il y a deux excellents documentaires qui relatent l'histoire de ce tournoi-là, et on se rend compte effectivement de l'évolution. Et sinon, pour expliquer pourquoi les éditeurs considèrent qu'un jeu n'est valable que pendant sa période de promotion, et pourquoi c'est intéressant de faire de la compétition sur un jeu que pendant sa période de promotion et donc pendant qu'on peut le vendre facilement, il ne faut pas oublier que l'invention entre guillemets de la compétition de jeux vidéo au Japon a été faite sur des jeux à score. C'était les fameux tournois Caravane qu'on commence à avoir sur NES et ensuite sur PC Engine, qui ont été organisés par Hudson, et qui sont des tournois d'été, qui sont des tournois sur des jeux spécifiques, donc qui ne durent qu'un an, et qui durent quelques mois et qui sont valables qu'un an en fait. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce problème-là avec les Japonais. Ils considèrent toujours que c'est de la promotion, et ce n'est pas forcément de l'e-sport à pérenne. C'est quelque chose qui va leur permettre de vendre plus. Alors qu'aux États-Unis, on a eu cette idée-là avec justement les premiers gros tournois Tekken, qu'on pouvait faire durer un peu plus un jeu en faisant de la compétition. Généralement, ça permet de le faire durer 3-6 mois peut-être de plus en faisant justement des tournois. Ce que vous dites, Aurélien et TMDJC, est d'autant plus vrai que pour l'Evo, la communauté de 2X aux États-Unis a de plus en plus de mal en fait, de plus en plus de mal d'un point de vue logistique, technique et financier, d'organiser des tournois 2X lors de l'Evo, parce que c'est un jeu qui date de 94 et parce que ça rapporte plus d'argent et surtout Capcom a vraiment envie de vendre de nouvelles versions du jeu, avec notamment la version Switch. Ça devient de plus en plus compliqué d'essayer de faire de promouvoir effectivement 2X, puisqu'il y a cette version Switch qui est la dernière version entre guillemets du jeu. C'est pas la première fois que Capcom essaye de pondre une suite à 2X. Il y a eu Hyper Street Fighter 2, il y a eu HD Remix, etc. Ils se sont plantés à chaque fois. Les joueurs considèrent que 2X c'est leur jeu. Et voilà, pour eux c'est non négociable. On en revient à ce qu'on exprimait tout à l'heure. Les joueurs ont complètement en fait, se sont appropriés cette communauté, et en fait on ne peut pas leur faire jouer autre chose. On prend Surstrike dont on parlait tout à l'heure, qui a eu des versions après la version qui est jouée à l'heure actuelle. Les joueurs considèrent que la version avec laquelle ils veulent jouer, c'est celle-ci, et donc du coup Capcom s'est même adapté quand il y a la version online qui est sortie. La version qui est sortie, ou en tout cas qui est très très proche, c'est la première version de Surstrike, et pas la deuxième qui du coup ne se vend pas. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec le service en ligne qu'on a dans les salles d'arcade au Japon, Nessica, et c'est les versions que les joueurs veulent jouer qui sont disponibles sur Nessica, c'est pas forcément la dernière version du jeu.
Et du coup, pour rebondir, effectivement, c'est à cause en fait de cette logique marketing et relativement mercantile de la part des éditeurs que même dans les années 90, en fait, que la scène a toujours été conduite, enfin, j'allais dire drivée, mais j'aime pas utiliser l'anglicisme, mais menée en fait par la communauté, tout simplement. Alors, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Dans les années 90, il y a des salles d'arcade qui organisent des tournois, puisque c'est une manière assez facile de faire un peu d'argent, mais en même temps pas trop, puisqu'on fait payer une PAF, les bornes sont en free play, il y a un petit tournoi le samedi après-midi ou le dimanche après-midi sur le jeu de baston du moment. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et au Japon. En France, personnellement, j'ai l'impression que c'était moins le cas finalement. Mais par contre, c'est les magasins de jeux vidéo. Là, c'est plus dans les années, c'est plus fin 90, début 2000. Avec la PlayStation. Voilà, mais même avec la Dreamcast aussi, notamment. Mais la PlayStation, effectivement, on rend des tournois Tekken 2, Tekken 3. 1090, mon premier tournoi dans une salle comme ça, c'était en 94. Donc, mais on a effectivement voilà, des petits magasins locaux, parce qu'à l'époque, il y a des franchises comme Dog Games ou Diffintel qui sont quand même, finalement, c'est pas des magasins de chaîne comme un Micromania, où là, on a souvent des passionnés qui sont à la tête du truc et qui vont décider voilà, d'ouvrir le dimanche pour organiser un tournoi sur un Street 3 ou sur un CVS2 ou sur un Tekken exactement. Et là, pareil, on retrouve quand même un énorme aspect communautaire. On retrouve un énorme aspect communautaire et c'est un peu comme ça en fait que, en tout cas en France, la scène compétitive va naître, puisque ces magasins en fait, ils agissent comme un espèce de pivot pour la scène compétitive d'une ville. Et que là, on va commencer à voir émerger des gens qui vont se regrouper pour jouer entre eux, partager leurs techniques, progresser un petit peu. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas de vidéos commentées. Les tips, et les combos et compagnie, soit on lit le guide de Street Fighter 2 de Cyril Drevet, d'ailleurs, qui est à mourir de rire, hein, exceptionnel. Lisez-le si jamais vous avez l'occasion. C'est Chris Fighter. Voilà, avec les coups de crasse interdits en tournoi au Japon, qui n'ont jamais été interdits en tournoi au Japon, mais bon, ça faisait plus joli et c'est rigolo à lire. J'ai toujours pas croisé Chris Fighter, mais un jour, il faut que je lui dise que son bouquin est une ignominie, mais on en reparlera. Ah, autre temps, autre mœurs, tu sais. Ils n'avaient pas internet à l'époque. Voilà, on va dire ça. Ouais. Mais ouais, du coup, effectivement, la communauté qui s'approprie en fait le jeu avec un petit coup de pouce, voilà, par un vendeur à droite, une salle d'arcade à gauche. On a le gros coup de pouce, c'est avec l'apparition de la Xbox, puis la Dreamcast. Mais ça, c'est après, voilà. Ouais, c'est effectivement, par exemple, sur Paris, je suis désolé, c'est très Paris-centré, mais c'est une des scènes que je connais le mieux, où on a à l'époque l'école Epita qui commence à organiser beaucoup de tournois, qui va devenir un haut lieu. Et pareil, 2-3 autres grandes écoles où les bureaux des étudiants vont commencer à compter des joueurs acharnés de jeux de combat qui vont profiter de la logistique en place, que ce soit la possibilité d'accéder à des salles, d'avoir des télés, parce qu'à l'époque c'est les cathodiques, hein, c'est pas un petit 22 pouces que vous embarquez sous le bras, c'est le 55 cm du daron et ça pèse son poids quand même. Hein, donc, et là, organiser des tournois devient de manière un peu plus facile, puisque ces gens-là ils ont grandi, ils ont un peu plus de moyens, ils ont le permis et tout. Et très honnêtement, c'est là qu'on va commencer à avoir vraiment un essor du jeu de combat en France, en tout cas au niveau compétitif tournoi. Alors que paradoxalement, le genre est en train de mourir à l'époque. À Strasbourg, on a quand même aussi connu cette époque-là, en ayant zoné dans tous les magasins de jeux vidéo à l'époque. On fermait le magasin le soir, effectivement. Le but du vendeur, c'était d'attirer le maximum de personnes dans son store le soir, d'organiser un tournoi. Et il y avait effectivement un PAF qui était 5-10 francs. Le but, c'est d'avoir le maximum de personnes pour financer son propre jeu, de le faire gagner et de dire aux autres, ben voilà, maintenant vous pouvez acheter le jeu. Et c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on a créé une communauté versus à l'époque. Parce que ça marchait. Hein, parce mais que très bien. Déjà t'achetais le jeu pour de vrai, puis là tu te disais, bon, si jamais je veux m'entraîner, parce que la prochaine fois je veux gagner un jeu, il faut que je l'ai chez moi. Donc le truc totalement paradoxal, mais tu le faisais. En sachant qu'on organisait qu'une fois le tournoi. Voilà, comme ça, moi, c'est bon, je pour le prochain. Voilà, achète le jeu, puis un jour peut-être, on fera un tournoi et finalement on va faire ça. Donc c'est comme ça. Hein. Mais ouais, c'est une très très belle époque en tout cas, c'est une autre part qu'à Paris, ça se faisait, et, même chez nous, hein, je peux même citer les magasins, c'était Jeux Console par exemple, qui est des bateliers qui fermaient le soir quasiment une fois voire deux par semaine pour organiser ces petits tournois un peu en loose et qui marchait très bien d'ailleurs. Mais pour rebondir sur cette partie-là, que je trouve là pour le coup vraiment très intéressant, et pour ceux qui ont eu l'occasion de les connaître, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à l'oublier, mais il y a eu un avant Internet. Et c'est vrai qu'avant Internet, progresser dans le jeu de combat, c'était très difficile,
parce qu'il fallait forcément rencontrer des joueurs qui étaient bons pour pouvoir rencontrer des gens meilleurs que vous et faire des progrès. Moi j'étais depuis très très longtemps le meilleur du monde de ma rue, jusqu'à temps que je rencontre des gens qui vivaient pas du côté de chez moi. Et je me souviens d'une anecdote qui est assez rigolote où j'étais en 3e à l'époque de Street Fighter 2, donc il y a quelques années, et je latais tout le monde à Street 2 et je rencontre une jeune fille qui me plaisait pour d'autres choses que pour le jeu de combat, mais on va chez elle et il y a une Super NES qui trône avec un Street Fighter 2 et j'étais très étonné de voir, parce que moi à l'époque, je remets les choses en contexte, hein, pour moi j'étais pas grand, donc les filles ne jouaient pas aux jeux vidéo, enfin, j'avais plein d'idées très préconçues en fait, qui ont heureusement bougé depuis. Et donc je pose la question, je me dis, toi tu joues à Street Fighter 2 ? Je fais, ah non, moi très peu, c'est surtout mon frère qui joue, de temps en temps on joue ensemble, mais j'aime pas jouer avec lui parce qu'il me bat tout le temps. Je dis, mais tu sais que moi je suis très très doué, si tu veux on se fait une partie. Je me suis fait défoncer, mais un truc c'est violent, elle m'a explosé, mais un truc... Et quand elle me dit derrière, ah ouais, t'avais l'air fort, mais en fait, mon frère il est largement meilleur que toi. Déjà, je vois le delta qu'il y avait de niveau entre moi et cette fille. Et là, je me dis, j'essaie de calculer derrière le frère. Et je dis, bon, ok, donc il y a vraiment des gens qui sont très très doués à Street. Mais voilà, c'est. Après, tu as eu effectivement Internet, et là, on en arrive à des moments où il y a eu des vidéos où on a pu commencer à décortiquer des choses qui se faisaient en compète. Et effectivement, le niveau est mécaniquement monté parce que l'information n'était plus centrée autour de quelques personnes. Et ça fait beaucoup bouger les choses. Et d'ailleurs, les jeux modernes s'en sont énormément inspirés. Combien de jeux te permettent de dire, tiens, si jamais tu veux réussir à faire cette chose-là, il faut que tu fasses tel combo. D'ailleurs, le premier jeu, pour moi, on en a souvent rigolé, mais pour moi, c'est un jeu qui a énormément fait changer la scène e-sport à son petit niveau, c'est Street Fighter EX. Parce que Street Fighter EX avait un mode training qui était absolument exceptionnel, où on t'apprenait vraiment à jouer au jeu. On ne prenait pas par la main, parce qu'il fallait déchiffrer ce qu'on te demandait de faire, et il fallait comprendre à quel moment il fallait canceller tel coup, etc. Mais ceux qui ont fini le tableau, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué au jeu, mais ceux qui ont fini le tableau étaient vraiment très très bons, parce que faire tous les combos, tous les personnages, c'était pas au premier de nu, hein. C'était vraiment un truc de ouf. Hein. C'est quelque chose qu'ils ont repris d'ailleurs dans Street 4 et ces modes training là, enfin ces défis en fait comme ils les appellent dans Street 4, peut-être que c'est moins bien fait on va dire que dans EX parce que c'est pas les combos les plus effectifs qu'on peut faire en fait dans Street 4, ceux qu'on te demande de faire dans le mode défi. En fait on est toujours à la même problématique, c'est qu'on t'explique comment fonctionne le jeu de base. Mais si jamais tu veux devenir le meilleur, tu prends ton baluchon comme Ryu et puis tu pars t'entraîner tout seul et tu vas rencontrer d'autres adversaires et tu comprends en fait que tel combo est plus efficace qu'un autre. Et les vrais, très bons joueurs en fait cumulent de toutes les qualités, dont l'entraînement. Tu es obligé de t'entraîner si tu veux devenir le meilleur, c'est un truc obligatoire. Donc on évoquait ce fameux Evo 2004 tout à l'heure. À partir de quel moment, pas forcément d'un point de vue des États-Unis, ou même s'il se passe beaucoup de choses là-bas dans le versus, mais à partir de quel moment, en fait, on peut dire que le jeu de versus a basculé dans l'e-sport, dans le sens où on a des joueurs qui s'entraînaient très régulièrement et souvent pour gagner des cash prizes? Généralement, on considère aux États-Unis que c'est avec les. Je crois que c'est Battle by the Bay 2000, il me semble. Donc ça doit être. C'est un tournoi sur Street Fighter 3-2, il me semble. Il me semble que c'est 3-2. Et où on a effectivement l'apparition de joueurs effectivement, qui viennent spécifiquement pour le tournoi, qui s'entraînent spécifiquement pour le tournoi, et qui viennent des deux, encore une fois, des deux côtes des États-Unis. C'est la première grosse rencontre entre New York et Los Angeles, pour faire simple. Et on va avoir au Japon les premiers gros tournois qu'on va avoir comme ça. Ça va être avec. Il me semble que c'est. Je pense que c'est les nationaux sur Virtua Fighter 2, non? Non, c'était même avant sur Street. C'est deux Dash. Ouais. Mais c'est avant ces deux Dash, mais les vrais tournois dont les gens se souviennent, c'est sur Vampire. Mais il y a une différence de taille en fait, qui fait que en fait, on ne peut pas vraiment parler de jeux professionnels au Japon, parce que les cash prizes sont interdits là-bas par la loi, parce que c'est considéré comme des jeux d'argent. C'est comme nous, hein, les bandes d'arcade en France
jusqu'à relativement récemment, je crois que la législation a changé il y a entre 4 et 5 ans, une borne d'arcade en France était taxée au même titre qu'une machine à sous. Parce que c'était dans la législation française, c'était considéré comme un jeu d'argent, une borne d'arcade. Alors qu'au final, tu gagnes rien. Mais voilà, tenir une salle d'arcade coûtait très cher parce que tu devais payer une vignette de machine à sous pour chaque borne d'arcade dans ta salle. Et au Japon, du coup, effectivement, ils n'ont pas le droit non plus de faire de cash prize parce que c'est des jeux d'argent, c'est interdit. C'est comme les pachinko d'ailleurs. Au pachinko, les Japon, c'est les petites machines où vous mettez des billes et vous gagnez des billes, encore plus de billes. Ça, normalement, vous ne gagnez pas d'argent avec ça, c'est interdit. Je suis allé derrière et puis tu... Après voilà, dans le cas des pachinko, tu vas à côté, tu échanges tes billes contre un truc qui te rachète tes billes, voilà. Mais je fais une parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça a contribué au fait que les salles d'arcade françaises se pètent la gueule. Oui, vraiment, complètement. Je pense que nos gouvernements de l'époque en fait auraient réagi différemment. Il y aurait peut-être encore aujourd'hui, je dis peut-être, hein, on n'est pas... voilà. Après, à l'heure actuelle, une vignette de bande d'arcade, il me semble que c'est 5 ou 10 euros par an. À l'époque, c'était facile, 100 euros, quelque chose comme ça, par borne. Donc vous êtes la tête dans les nuages, tu la sens passer parce que c'est les bornes en exploitation, mais il me semble que c'est pas que en fait. Enfin, au niveau financier, c'est la max et en plus c'était bien taxé aussi, donc ça n'a pas aidé effectivement les salles d'arcade. Mais du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de joueurs professionnels au Japon avant très récemment, puisqu'ils sont, il faut le dire, très ethnocentrés, ils sortent très peu de leur pays, et que là-bas, effectivement, il n'y a pas de rémunération. Donc, du coup, ça les aide pas non plus, parce que les joueurs acharnés sont pas très bien vus socialement là-bas. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est le salaryman qui sort à 18h et qui va effectivement lâcher sa pièce dans Street 2, qui va devenir un monstre, parce qu'il fait ça depuis 93. Depuis 93, tous les jours, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la chaussette droite, puis la pièce de 100 yens dans la borne, et en fait, les mecs, pour eux, c'est pas compétitif. En fait, tu leur dis, mais t'es super fort, tu pourrais gagner des tournois. Et le mec, il est là, bah ouais, mais non, en fait, c'est ce que je fais quand je sors du travail. Et puis, si je vais pas jouer à Street, je bois un verre avec les collègues. Mais voilà, c'était mon activité post-travail, ça me détend. Alors qu'en fait, les gens, c'est des monstres. Puisqu'ils jouent contre d'autres personnes dans les salles d'arcade. Ils ont une infinité de versus. Ils ont, je sais pas, ils ont 5000, 6000, 10 000 heures sur le jeu. Je souris de ça parce que combien d'anecdotes de grands joueurs français qui les premières fois qu'on débarqué au Japon se fait retourner par un petit garçon de 10 ans en disant mais attends mais je suis champion de France, merde, t'es qui toi? T'es qui dans l'e-sport? Moi je me détends, le jeu il est dans la salle à côté de chez moi, je m'arrête tous les jours et je te lave le cul, voilà. Bisous. Est-ce que vous pensez justement que c'est l'arcade en elle-même et le système de l'arcade, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble dans une salle, je pense à la salle Mikado notamment, où ils jouent encore à 2X. Est-ce que c'est le fait que les Japonais aient beaucoup joué en arcade et se soient beaucoup rencontrés et échangé des techniques en IRL qui a fait que les Japonais dominent souvent les jeux de combat? C'est les jeux, mon capitaine, on pourrait dire. C'est un gros débat. Ouais. C'est un gros débat dans la communauté du jeu de baston. Déjà, il y a un truc. Non, les Japonais ne se passent pas forcément les techniques entre eux. Hein. Il y a un truc, les Japonais, il y a très souvent, en fait, ils regardent les autres jouer, ils décortiquent, mais tu ne vas pas arriver et dire à un pote, en fait, mais c'est comment tu fais ton... Parce qu'en fait, non. On a d'ailleurs une magnifique anecdote, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est sur Capcom versus SNK 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un jeu de baston est développé au Japon, il va y avoir en gros ce qu'on appelle des location tests, qui sont plus ou moins des bêta-tests en fait. C'est-à-dire qu'ils vont présenter le jeu et ils vont le faire essayer aux gens, et les gens ils vont remplir une fiche en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce que tu pourrais pas monter Ryu pour la version finale s'il te plaît frère, il est un peu faible. Ouais. C'est vraiment un bêta-test. Et par exemple pour CVS2, les joueurs ont joué au jeu et ils ont découvert très vite une stratégie, une technique dans le jeu qui permet de rendre certains coups spéciaux invincibles. Bien pété. Très 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 forte. Ils l'ont pas dit. Le jeu sort, le bug est toujours présent, ils font des ravages en tournoi jusqu'à ce qu'on s'aperçoive. Attends, là tu viens de faire ta boule avec Blanca et c'est invincible, il y a un problème. Et là le mec il te fait ouais. Et ils l'ont dit à personne. Ouais, mais voilà, mais c'est quand les gens savaient faire les fatalities à Mortal Kombat qui n'étaient pas exprimés, tu le gardais pour toi et tu le balançais tranquillement sur ta borne et puis les gens te regardaient avec respect, tu fais voilà, moi je sais faire ça. Et maintenant il faut les acheter. Et du coup c'est vrai que pour en revenir au sujet initial, il y a eu beaucoup de débats en fait quand on a commencé un peu plus à se mélanger avec les joueurs des autres continents.
Quand par exemple la communauté française a commencé à voyager au Japon pour les tournois comme le Togeki, qui était un peu le tournoi le plus prestigieux du Japon à l'époque, qui ont commencé à aller à l'Evo et tout, on était là, ouais mais les Japonais ils sont vachement forts parce qu'ils jouent en arcade. Et effectivement, alors c'est débattable encore plus maintenant qu'on a une source d'information infinie sur internet, qu'on a des vidéos, qu'on peut jouer en réseau avec plein de monde. Mais à l'époque, effectivement, alors l'arcade implique deux choses. La première, c'est que si tu perds, tu dois repayer. Donc ça déjà c'est quand même un facteur assez motivant. Surtout quand tu es adolescent ou jeune adulte, que tu n'as pas crédit infini, que voilà, ta pièce, les joueurs de elle a une valeur. poker te diraient que jouer pour l'argent ou pas d'argent, tu joues pas pareil. Et pour moi c'est complètement le cas. Le fait effectivement de jouer avec une mise et avec un enjeu fait que tu vas faire beaucoup plus attention, tu vas jouer de manière complètement différente. Et il y a également aussi le fait que du coup, tu sais pas qui c'est qui a de l'autre côté de la borne d'arcade. Parce que souvent au Japon, on l'a pas précisé ça. Les bornes elles sont en versus, elles sont en vis-à-vis, on n'est pas côte à côte. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis ont une très très longue tradition de jouer côte à côte pour avoir effectivement. Mais culturellement, ça va même du coup pour très, très loin. Le fameux coup de coude. Ça va très très loin parce que les Japonais, par exemple, il y a beaucoup de Japonais qui n'aiment pas qu'on regarde ce qu'ils sont en train de faire quand. Qui n'oseraient pas se mettre à côté de toi pour jouer en fait. La proximité leur fait peur, ils n'aiment pas ça et tout. Il y en a qui se cachent, il y en a même qui en jouent, puisque depuis sur les sticks, il y a des boutons qui sont sortis qui font pas de bruit, d'autres qui font du bruit. Il y a même des joueurs qui sont connus pour avoir inversé des fois des boutons pour faire des faux appuis. Genre, il a bourré Dragon à le relever. Mais non, mon petit pote. Et au contraire, le petit bouton qui sert bien, qui lui n'en fait pas. Et oui, ça va très très loin. C'est pas du tout culturellement, on n'a pas la même vision du monde. Et du coup, donc ces gens-là, en fait, qui vont se retrouver dans une salle d'arcade où il y a une grande rangée d'un côté, une grande rangée de l'autre. Et en gros, tu peux tomber contre n'importe quel joueur de n'importe quel niveau. Du coup, ça force en fait à s'adapter à la vitesse de l'éclair, puisque le match étant 3 rounds maximum, 2 rounds gagnants, ça va très très vite dans un jeu de combat. On est tous tombés contre quelqu'un qui a fait combo vidéo contre soi, et on ne veut pas perdre sa pièce. Dès lors, en fait, on a une philosophie, une approche du jeu qui est totalement différente de je prends la manette sur mon canapé, tu prends la manette, et finalement, si on a perdu, tu appuies sur start. Et ça, c'est vrai que c'était un énorme avantage sur lequel ils ont beaucoup capitalisé à l'époque. Ça et le fait qu'ils jouaient les Japonais jouaient leur tournoi en un match gagnant. Togeki, c'était un match gagnant. C'est-à-dire que les gens, ils faisaient des fois le voyage de l'autre bout du Japon. C'est voilà, le Japon, c'est tout en longueur, il faut quand même le faire. Ils débarquaient, ils se faisaient rouler dessus, ils disaient bon, bah, je rentre chez moi. Sur des jeux de combat où tu fais un combo, le mec en face est stun, un combo, il est mort, tu vois. Donc là, tu as intérêt à faire attention à tes fesses, clairement. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose que... Alors, il y a un très vieux philosophe des jeux de combat, mais je ne me rappelle plus son nom, on va dire que c'est une citation anonyme, qui dit clairement, alors c'était dans le cadre de la scène américaine, on est passé d'une scène arcade affamée mais disciplinée à une génération PlayStation 2 prétentieuse et surnourrie. Et effectivement, c'est la différence qu'on a eue, c'est qu'à partir du moment où en fait, les jeux de combat ont commencé à se dérouler exclusivement sur console, on a un peu perdu de vue cet enjeu, c'est ce qu'on appelle du coup la culture de la pièce, qui était très importante à une époque. Et en fait, tant qu'on était dans la culture de la pièce, on ne se rendait pas compte. Mais quand on a complètement switché, donc c'était génération Dreamcast, PlayStation, Dreamcast, PlayStation 2, là on s'est rendu compte effectivement le gap en fait qu'il pouvait y avoir entre les joueurs arcade et les joueurs purement console. Pourquoi il y a énormément encore de très anciens joueurs entre guillemets maintenant qui continuent à faire de la compétition et qui continuent à faire de très bons résultats? C'est parce qu'ils ont aussi tout ce bagage derrière. Et c'est les acquis. Voilà, ils viennent pas avec les mains vides, quoi. Alors c'est sûr que c'est pas des joueurs très très forts. On repense par exemple à Alex Vallée, il était là à Street Fighter 2. Maintenant, il est à la tête d'une Street Fighter 2. Non, il n'était pas là, Alex Vallée. 0-2. C'est 0-2. Ouais. Il a commencé à 0-2. Je crois que c'est 0-2. Je suis désolé. Donc Alex Vallée qui est quand même là depuis 20 ans maintenant, hein, quand même, qui organise des tournois. Hein, il a sa boîte et tout. Et ben, des fois, on le retrouve à l'Evo, il a passé ses poules, et là, il fait un match contre un top joueur et il arrive à le sortir. Et ça fait 20 ans qu'il joue au jeu. C'est le retour de l'homme en Marcel. Daigo, c'est pareil. Daigo, il a quel âge? Il a passé les 35, facilement. Et même si tout le monde te dira, ouais, mais c'est plus le mec le plus fort, bah, il est quand même dans les tournois, il est toujours là. Et c'est des gens, effectivement, qui ont une telle culture, un tel socle commun sur tous les jeux qu'ils ont pu faire, que c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre le sport et l'e-sport.
c'est que le physique, en fait, la forme physique et les réflexes se cultivent et peuvent être encore. On peut être compétitif. Moi, je pense qu'on peut être compétitif dans les jeux vidéo beaucoup plus tard que dans le sport traditionnel, clairement. Et en plus, Daigo a pour lui une petite particularité, c'est qu'il y a des moments où tu sais pas pourquoi il se fait rouler dessus, et il y a un moment donné où il a un éclair de génie, on dit ah mais en fait je sais faire ça, et là tout d'un coup en fait il te retourne le match alors qu'il est en train de perdre, et c'est vrai que ça fait toujours des vidéos qui se baladent sur le net, et on se souvient de lui sur des événements, tu te dis ah mais là il a perdu là, non, je suis toujours là, t'inquiète. Et donc on gamberge, mais pour revenir effectivement à cette différence entre console et arcade, vu que nous en France on a perdu les salles d'arcade assez rapidement, et qu'on a essentiellement été des joueurs console pendant des années, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans les différents voyages au Japon pour aller au Togeki, pour aller à d'autres tournois et tout. On s'est pris en fait cette culture de la pièce en pleine gueule parce qu'elle persiste énormément au Japon et en Corée également. En Corée où il y avait une grosse scène compétitive Tekken. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'on a pris du plaisir du coup dans les années à redécouvrir l'arcade en fait. C'est vrai que je sais qu'il y a eu différentes initiatives arcade. Moi, je connaissais une salle à Bordeaux, je connaissais les salles à Paris. Il y a Lille également, effectivement. Montpellier également, oui. Il y a eu des essais sur Marseille aussi qui n'ont pas marché. Toulouse, bien sûr. Toulouse qui était très très bonne salle, effectivement, avec l'organisation d'un gros tournoi 2X tous les ans et tout. Et c'est vrai que moi, particulièrement, quand j'ai la chance de pouvoir aller au Japon en voyage, j'ai cette espèce de plaisir de mettre ma pièce dans la borne et je sais que je joue ma pièce et c'est un sentiment en fait en tant que joueur compétitif qui est très grisant de gagner ce genre de match parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'on a joué avec un enjeu par rapport à la console, on a juste à appuyer sur Start pour recommencer au final. Sur certains matchs comme ça, certaines compétitions, effectivement, avec ce principe de pièce, moi j'ai fait un peu d'arts martiaux dans ma vie, c'est exactement le sentiment que j'avais, la différence quand tu fais un round avec un partenaire où il y a un moment donné où tu as les corones de montrer sur un ring et d'affronter un adversaire où là le mec il veut exactement la même chose que toi et qu'il n'y a aucune raison qu'il te laisse faire. Il y a un moment donné en fait c'est plus pareil, l'ambiance change, là ça devient sérieux et même si c'est qu'un jeu, parce que le jeu vidéo évidemment il y a le mot jeu dedans, c'est qu'un jeu, il y a quelque chose à ce moment-là qui change de niveau et c'est plus tout à fait un jeu, même si après tout le monde repart bons amis. Et voilà, on est passé à un autre level. Et du coup, donc, avec Internet, avec les ressources partagées en ligne, avec les forums, les vidéos, YouTube, les streams et tout ça, on est actuellement, on constate, alors on va me dire, ouais mais en même temps, tu regardes l'Evo, le top 8, la moitié c'est des Japonais. Donc, effectivement, et encore, ça dépend des années. Et encore, ça dépend des années. Mais effectivement, on assiste à un nivellement finalement du niveau global qui fait vraiment très plaisir à voir. Où on voit des joueurs français, des joueurs européens, des joueurs américains, de tous les continents finalement tirer leur épingle du jeu. Les joueurs français jouent avec des manettes, hein, monsieur. Attention. Oh là 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 là, c'est terrible. Est-ce que tu parles de Luffy par exemple, mais c'est vrai que Street 5 par exemple pose un problème intéressant. Quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de version arcade. Et ça, pour le Japon, pour beaucoup de joueurs japonais, quand on les interviewe, ils disent voilà, Street Fighter V n'est pas sorti en arcade, vous en pensez quoi? La plupart étaient là, nous on continue à jouer à Street 4 en fait. Parce que au Japon, tu vas pas jouer chez tes potes. Enfin, c'est socialement, dans les mœurs, ça se fait pas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Alors, il n'y a strictement rien de fait et des fois, on a des informations qui ne se concrétisent pas. Mais Capcom réfléchit aujourd'hui très sérieusement à une version arcade de Street Fighter V à cause de ça. Et alors que le jeu ne marche pas. Donc, alors, je veux dire, donc même là aujourd'hui, ils en sont à se poser des questions parce qu'ils disent ok, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on relance le truc? Et c'est culturellement, effectivement, au Japon, c'est un truc, la version arcade. Elle est le socle solide en fait de la scène e-sport. Alors on le rappelle, Street Fighter 4 a fait un carton en arcade au Japon, mais ça a été aussi le clou du cercueil de beaucoup de salles d'arcade au Japon à l'époque, parce que Capcom vendait son Street Fighter 4 très très cher finalement. Et c'était très difficile au début de vie, donc la première version Street Fighter 4, de le rentabiliser quand on était une petite salle d'arcade, sachant qu'elles étaient toutes victimes de la récession économique. Donc Street Fighter 4 était apparu un peu comme le sauveur et finalement il a plombé beaucoup de salles d'arcade. Ce qui est assez paradoxal. Alors on a évoqué Street Fighter 5, on va y venir. On va venir aussi à Tekken 7. Qu'est-ce que ces jeux symbolisent aujourd'hui pour la scène e-sport
comment ces jeux ont été imaginés? Est-ce qu'ils ont été imaginés pour l'e-sport? Est-ce qu'ils ont été imaginés pour les tournois? Quelle est la démarche finalement de Capcom avec Street Fighter V qui reçoit des avis mitigés de la part des joueurs et de la presse? Qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui Street Fighter V? Alors il l'a dit lui-même, et je l'ai dit tout à l'heure, Capcom c'est le pognon. Non, honnêtement... Non, on va pas se leurrer de toute façon. Voilà, il faut être franc. Non, mais je te laisse continuer. Et il faut être franc. Le truc, moi je le dis très souvent, tu fais pas un jeu e-sport. Un jeu devient e-sport, mais tu ne peux pas. Toutes les tentatives de faire un jeu e-sport se sont soldées, au pire, par un accueil relativement tiède, mais la plupart du temps par un fiasco total. Voilà, Shootmania, Ubisoft, si tu m'entends, fallait pas. Il fallait pas, vraiment. Et il fallait pas s'acharner non plus. Et à l'inverse, Rainbow Six Siege, qui était parti comme un jeu finalement assez casual, est devenu un très bon jeu e-sport. Voilà. On devient un jeu e-sport, on ne naît pas un jeu e-sport. C'est peut-être un peu le problème de Street Fighter V, c'est que Capcom finalement s'est dit voilà, avec Street 4 on a des compétitions mondiales, le jeu il marche bien, tout le monde est content et tout. Eh bien, on va essayer de niveler un peu plus par le bas Street 5 pour le rendre plus accessible, pour en faire un jeu compétitif, pas forcément e-sport mais compétitif. Et ils ont complètement perdu ce socle, en fait, ce sel, comme dirait Emmanuel Macron dans ses discours, qui fait de Street Fighter 4 un succès, c'est que le jeu parle énormément de monde et surtout au casual en fait. Et le problème de Street 5, il est là, c'est qu'il a été pensé pour du multijoueur, pour du versus, mais qu'au finalement, il n'y a pas le reste qui faisait tout le succès auprès du grand public et qui fait les ventes du jeu, qui fait son succès. Parce que la scène compétitive et la scène e-sport, c'est une goutte d'eau dans l'océan au final pour un jeu vidéo. C'est de la com, pour Capcom, c'est de la visibilité du jeu. Mais finalement, les joueurs compétitifs, il n'y en a pas BZF. Et là, c'est là où Street 5 s'est ramassé. C'est qu'il a complètement négligé donc le mode histoire qui arrivait après. Il n'y a même pas de mode arcade. Il va venir le mode arcade, mais il va venir, le jeu il se vend plus, c'est fini. Il y a eu 500 000 unités, c'est fini, on n'en veut plus. On attend les soldes de Steam. Et c'est dommage parce que le jeu, moi je pense fondamentalement que Street 5 est un jeu qui a des qualités évidentes en versus. Et le problème ça a été principalement la com en fait. La com de ce jeu. La com et la gestion en fait de l'accouchement du jeu qui se fait dans la douleur, incomplet, mal fini, c'est vraiment dommage. Et pourquoi? Parce que Capcom a pensé compétitif et ils ont complètement oublié tout le reste, tous les aspects qui font la base du jeu au final. C'était carrément dès le départ pour moi, je prends ça, Capcom, c'était ça. C'était de sortir un jeu. Si tu veux être complet, il faut le dire Capcom, parce je vais y revenir sur pourquoi il y avait plusieurs Capcom. Mais, ouais. Lancer un Street Fighter V au moment où il n'y avait plus de grosses scènes jeux vidéo versus fighting, désolé j'ai encore de le redire, hein. Ils ont été très malins en termes de communication et même de marketing. On va te dire bon, voilà, on va te sortir un jeu, il n'y a plus rien d'autre autour, tu vas être obligé de jouer à cette version là. En plus on ne le sort pas en arcade, donc les japonais n'auront pas possibilité de doser le jeu comme tout le monde, même en avant-première, hein. Et ensuite de dire voilà, le jeu est là, tout le monde peut y jouer. On l'a un petit peu, je ne vais pas dire level down par rapport à l'utilisation du jeu, mais n'importe qui pouvait jouer, pouvait prétendre à être joueur de Street Fighter et accéder à la compétition très rapidement. Et on l'a vu même avec Sony, avec PlayStation qui a déjà lancé, comment ça s'appelait, ils faisaient des cups aussi, uniquement, uniquement online, uniquement géré par Sony. Oui, C'était, je crois, une fois toutes les 2 semaines, organisé sur le PlayStation Live. Ah, je le sais, c'est une OPSP. Ah, j'ai travaillé dessus. C'est terrible. Donc dès le départ, on savait qu'avec la PS League. C'est ça, exactement. Voilà, la PS League. Pas très compliqué, pourtant c'était. Tu gagnais ta manette personnalisée PS League sur certains temps, voilà, exceptionnel. Et c'est là où on s'est vraiment dit que finalement Street Fighter V, c'est quoi? On a enlevé tout ce qu'on pouvait faire dans Street Fighter, c'est-à-dire l'arcade, le mode arcade. Putain, c'était con quoi, mais les défis qui sont venus plus tard. Finalement, on va te vendre un jeu avec très peu de personnages et dès le départ, on va te vendre un Season Pass qui va te permettre de télécharger d'autres personnages. Enfin, je trouve ça un peu. Alors, pour moi, c'est que financier. Le problème, je te redonne le micro, c'est là qu'on voit que c'est très intéressant, qu'on a tous envie de dire des trucs. Pour remettre les choses dans le contexte et contextualiser, Capcom, on n'avait pas son coup d'essai là-dessus. Je prends l'exemple de Super Street 2, où il y a un moment donné, ils se sont dit on va mettre ensemble plusieurs bornes. Et on va faire en sorte que les gens puissent organiser des tournois. Donc déjà Capcom à ce moment-là qui avait compris que ça marchait, donc avant 2X, s'était dit
on va proposer un système de jeu où les bornes étaient nativement linkées, donc elles se jouaient entre elles, et donc d'organiser des tournois comme ça. Ça n'a absolument pas pris. Alors d'abord parce qu'il y a eu le problème de jouer côte à côte au Japon, qui a clairement posé le problème. Ensuite parce que ce qui était tout bénef pour Capcom, c'est que les matchs se jouaient en un round de base, donc ça pose beaucoup de problèmes, parce que si tu arrives pour jouer une compétition et qu'il faut un round pour battre l'autre, voilà, et donc une fois que tu avais perdu ta pièce, tu avais perdu ta pièce. Et c'était fini. Donc les gens qui jouaient à cette borne-là, au maximum, quand tu avais gagné le tournoi, tu pouvais en refaire un autre gratuitement parce que tu avais gagné la première fois le tournoi, mais après c'était fini. Donc avec une pièce, tu pouvais même pas doser à l'infini le jeu, alors qu'avec une borne normale, tant que tu gagnais contre quelqu'un, tu pouvais jouer toute la journée si tu avais envie. Donc les meilleurs joueurs, ils jouaient. Donc à chaque fois que Capcom a essayé d'imposer quelque chose à Je me rappelle d'une nuit sur Street 3 à la salle Gamer Vision au Japon. Kurodai, il a joué toute la nuit avec une seule pièce de 100 yens. Et à un moment, il en a eu marre. Il a lâché la borne, il a fait j'en ai marre, je gagne trop, je vais fumer une clope, foutez-moi la paix. Et donc par rapport à Street 5, en fait, la problématique, c'est que déjà, il n'y a pas une équipe autour du développement de Street 5, mais deux équipes qui ont deux visions radicalement différentes. Donc les Japonais et les Américains qui n'ont pas su s'entendre, au point même qu'il y a plusieurs de roulement sur l'équipe japonaise, parce que c'est les Américains qui pilotent le projet Street Fighter 5. Les Japonais avaient un point de vue qui était vraiment dans l'évolution du jeu, donc avec des personnages qui auraient été beaucoup plus loin, avec des trucs un peu craqués. Moi, qui à mon sens, c'est plutôt une bonne idée, mais je ne suis pas objectif, donc je ne vais pas donner de plus d'informations là-dessus, mais ils étaient partis là-dessus et ils voulaient faire un jeu complet. Les Américains, en fait, avaient plutôt une vision du jeu qui était plus proche de ce qui s'est passé avec d'autres jeux, je pense à Killer Instinct par exemple, où ils auraient proposé presque un jeu gratuit, mais où tu allais au fur et à mesure en fait acheter du DLC dedans, et les Japonais en disant c'est pas possible, on peut pas, c'est Street Fighter, il y a machin. Donc déjà ils se sont battus pour arriver à se mettre d'accord. C'est le système de saison justement. C'est le système de saison qui a été imposé par les MOBA et par certains shooters. Bah ouais, mais paradoxalement, t'as Killer Instinct aux US qui fait très bien avec des saisons en fait. Ils auraient très bien pu partir là-dessus. Ça, après, c'est un autre débat. Voilà. Ils sont pas partis là-dessus. Ils sont pas réussi à se mettre d'accord. Le jeu ne va pas assez loin parce que du coup, ils se sont dit, bah non, on peut pas trop s'écarter du personnage de base parce que les gens vont pas s'y retrouver. Alors que moi, je pense que quand tu fais un truc un peu craqué, en fait, tu finis toujours par trouver un public. Ce qui fait qu'en fait, le jeu, en fait, il est petit 1 pas terminé. Ensuite, il a une communication en termes des DLC qui est absolument dégueulasse. Ensuite, ils ont pensé on rappelle quand même que tu achètes un Season Pass avec des personnages que tu sais pas c'est quoi les personnages en fait. Oui. C'est-à-dire que tu achètes un Season Pass avec 6 persos mystérieux, Kinder Surprise. Finalement, les stages sont pas dedans. C'est la banane jusqu'au bout. Et donc, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure par rapport à l'e-sport, c'est que Capcom a avant tout pensé e-sport. C'est au-delà même de se dire on va le vendre à tout le monde, c'est qu'ils ont sorti un jeu parce que les gens le demandaient, parce que Sony le demandait aussi. Je rappellerai que Sony a mis énormément d'argent dans Street 5 et c'est pour ça que c'est l'exclusivité Street 5, PlayStation. Et on arrive avec un jeu qui n'est pas fini parce que ça devait être là pour les tournois, donc le jeu devait être prêt pour le tournoi. Et en fait, ils auraient pris 6 mois de plus, 1 an de plus, qui peut-être commercialement n'aurait pas été une bonne opération. Après, c'est un autre débat, mais je pense que le jeu fini, ce serait beaucoup mieux vendu. Ça, c'est mon point de vue. Après, des fois, moi j'avais dit que Street 4 allait se péter la gueule, il s'est très très bien vendu, donc tu vois, il ne faut pas toujours m'écouter. Mais il y a un moment donné où il faut que Capcom prenne en compte, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et là je te rejoins complètement. Tu ne peux pas faire un jeu e-sport. Les joueurs en font un jeu e-sport. D'ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il y a un truc que Lionel a dit sur lequel là je le rejoins complètement. Je pense qu'au-delà même du jeu, les développeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le joueur qui va générer le gameplay. C'est lui qui va faire que le jeu fonctionne. C'est lui qui va faire des trucs impossibles auxquels les développeurs n'ont pas pensé à la base. Et c'est pour ça qu'un jeu fonctionne ou ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, les joueurs sont tributaires des éditeurs dans l'e-sport. Mais à l'inverse, les éditeurs sont totalement tributaires des joueurs. Et tant qu'il y aura pour l'instant en fait, ce système de part et d'autre où on se tient en fait, finalement par la babéchette, j'ai envie de dire, on sera obligé de s'écouter. Donc si un éditeur décide de laisser tomber le jeu et que les joueurs continuent à y jouer, l'éditeur peut strictement rien faire. Les joueurs continueront le jeu, c'est comme ça. Si jamais il impose un jeu en disant voilà, c'est là-dessus qu'on va jouer maintenant, les joueurs n'y joueront pas. Maintenant, effectivement, si un éditeur décide de ne pas maintenir un jeu, de fermer les serveurs, etc., il faudra que les joueurs se débrouillent mécaniquement autrement s'ils veulent continuer à faire vivre la scène. Mais paradoxalement, tu vois, on en est dans une situation où, par exemple, on va prendre l'exemple de NetherRealm avec Mortal Kombat X et Injustice 2. Je me suis occupé un petit peu des Injustice Pro Series cette année et j'ai pu discuter avec les deux commentateurs un peu phares, Ketchup et Moutarde,
Et on discutait, oui, alors il s'appelle Ketchup et Moutarde, j'invente rien, c'est leur pseudo, parce qu'ils jouaient Cyrax et Sector dans Mortal Kombat, voilà, le robot jaune et le robot rouge, et ils cherchaient des pseudos à l'époque, bon ben voilà. Surtout, ils sont jumeaux. Et en plus, ils sont jumeaux. Du coup, il m'expliquait, et je leur dis, mais voilà, là vous discutez de Mortal Kombat, parce qu'en fait, on revenait d'un tournoi à Justice 2, et il parlait des similarités avec Mortal Kombat, et je leur dis, mais Mortal Kombat X, il est mort, et ils me disent, ben... Là, on est clairement dans un cas où l'éditeur, en fait, il va absolument plus supporter son jeu. C'est-à-dire que NetherRealm sort Injustice 2, Mortal Kombat X tombe complètement à l'abandon. Et on passe d'un rythme... Alors, je vais peut-être dire d'énormes bêtises, parce que j'ai pas trop suivi Mortal Kombat depuis très longtemps. Mais NetherRealm était du genre à patcher son jeu tous les 2-3 mois, histoire de le rééquilibrer. Et il y avait un très très bon suivi. Donc, c'était à la fois une excellente chose, mais également une très mauvaise, puisque effectivement, au moment où il décide de dropper son jeu, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus d'équilibrage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tournoi, il n'y a plus d'investissement également monétaire de la part de l'éditeur. Et là, pour le coup, les jeux NetherRealm, ils ont un cycle de vie égal à leur durée marketing. C'est une durée de 2 ans. En fait, c'est des cycles de 2 ans. C'est ça. NetherRealm, ça avait choisi effectivement de faire des jeux qui durent 2 ans. Donc, Capcom pense plutôt maintenant 4 ans, d'après ce que j'ai compris. Mais et on a sur les jeux Arc 6, on est sur 7 mois. Capcom a tellement bien pensé son truc en sortant Marvel vs Capcom Infinite qu'on va tous jouer à Dragon Ball du coup. Ce qui m'inquiète un petit peu parce que j'ai beau adorer ce que fait Bandai Namco avec Tekken et avec Dragon Ball FighterZ, qui pour moi j'ai pas vraiment de doute sur la qualité du jeu. C'est pas non plus un éditeur connu pour son suivi dans la durée. Donc voilà, après, on change tous. C'est aussi que c'est Arc 6 qui développe le jeu, donc les 7 mois effectivement des jeux Arc 6, plus effectivement les maximum 1 an des jeux Bandai Namco, oui, ça peut être extrêmement redoutable. Mais après, c'est là qu'on peut effectivement voir peut-être potentiellement arriver d'autres acteurs. Moi, je pense par exemple particulièrement en Europe à ESL, qui, alors, j'ai découvert récemment que ESL faisait une ligue sur BlazBlue. ESL, qui fait du CSGO, du Rocket League, du Hearthstone, du League of Legends, et du BlazBlue. Bon, c'est ESL Angleterre. Ils ont fait également du Guilty Gear. Mais à un moment, je leur ai dit, mais on aimerait bien être au courant, les mecs. Vous faites des trucs sur des super jeux, mais personne n'est au courant. Donc vous avez personne, donc vous dites c'est nul et vous arrêtez. Mais c'est là qu'on peut voir qu'effectivement, il y a des organisations e-sport et d'organisations de tournois, des plateformes en ligne. Et comment ils choisissent leur version du coup là-dessus? Est-ce qu'ils prennent la dernière? Oui, ils prennent la dernière. Pour Guilty et BlazBlue, c'était un accord éditeur. Guilty, ils ont décidé eux-mêmes de le faire dans leur coin. L'éditeur était même pas au courant. Parce que là, on en revient à un autre problème qu'on n'a pas évoqué précédemment, mais qui a existé. Tu prends un jeu comme BlazBlue par exemple, où il y a des fois un lag pour les jeux que tu vas pouvoir acheter chez nous, qui parfois se coûtent en année. Et là, tu fais, mais comment tu veux qu'il y ait une scène compétitive internationale si effectivement les Japonais jouent pas au même jeu que les Européens? Alors, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Par exemple, on constate avec le dernier Guilty Gear, avec Révélation 2 qui est sorti très rapidement. Guilty, ça a été et je pense que Arc ça compris sur BlazBlue parce que ça a été n'importe quoi pendant des années. C'était très difficile. Si on prend 3 ou 4 ans en arrière, c'est. Tu t'achetais ta version console, ils sortaient la nouvelle version au Japon en arcade. T'es là, ah d'accord, bon. Puisque la version console sortait 3 mois après la version arcade. Plus que ça, plus 1 an. Non, c'est 3 mois. BlazBlue BlazBlue au Japon, c'était 3 mois. Au Japon, oui, au Japon. C'était 3 mois. Et cette version-là a été remplacée par une nouvelle version arcade 4 mois après. Donc voilà. C'était des cycles de 7 mois. Effectivement. Mais du coup, c'est là qu'on se dit que voilà, ces organisations e-sport qui ont des plateformes en ligne fréquentées par Ballon ont tout à fait possibilité, elles, de faire vivre le jeu par elles-mêmes, puisqu'elles sont basées sur leurs propres sponsors et elles ont leurs propres moyens. Donc, moi, je vois des trucs arriver en ce moment, notamment sur Tekken. Après, pour avoir discuté un peu avec l'éditeur, je pense que cette année, pour Tekken 7 en tout cas, ils ont une vision un peu plus longue que les précédents jeux. Et c'est un truc sur lequel effectivement j'ai du mal à reprocher à Capcom, c'est que ils ont un peu foiré leur lancement de Street 5. Un peu est un euphémisme, un doux euphémisme, mais ils continuent quand même de porter le jeu malgré le fiasco du début. Et c'est finalement assez encourageant puisque... Moi, il n'y a pas de reproche. Moi, Capcom, je suis clairement acquis à leur cause. J'ai tous les streets à la maison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux exprimer par rapport à ça, c'est que, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'ils essayent absolument au forceps de reproduire une formule magique en fait, qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et je pense qu'à certains moments, en fait, ils devraient juste prendre un minimum de recul en se disant, ok,
plutôt que d'essayer absolument de reproduire ce qu'on a cru voir marcher, c'est qu'est-ce qu'attendent véritablement les joueurs. Et quand je dis les joueurs, c'est pas forcément, et là on va revenir sur un sujet qui peut fâcher, c'est pas forcément les top joueurs, parce que le problème de ces gens-là, c'est que c'est des gens qui pensent avant tout compétition, qui ont un point de vue évidemment qui s'appuie spécifiquement en général sur le personnage qu'ils ont l'habitude de jouer et sur ce qu'ils aiment, ce qui est logique d'ailleurs. Moi à leur place je ferais exactement pareil. Mais le problème c'est que si tu penses trop à ça et que tu penses au spectacle que ça va pouvoir donner derrière, ton jeu il n'a pas de cœur, parce que c'est qu'une succession en fait, de calculs en disant ok, s'il se passe ça, il va se passer ça. Alors évidemment il faut que le jeu soit un minimum équilibré, il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il y ait des effets, il faut que commercialement il soit un petit peu bluffant, parce que sinon il ne va pas se vendre, ne serait-ce qu'à monsieur et madame Michu. Mais si jamais tu as une vision que e-sport de ton jeu, il ne sera pas e-sport, et c'est aussi bête que ça. On peut peut-être introduire effectivement l'idée du jeu semi-amateur qu'on va avoir à ce moment-là. C'est-à-dire on a l'exemple de Yatagarasu. Yatagarasu qui est un jeu qui a commencé, effectivement, qui a été tourné au Comiket pendant 4 ans avant d'apparaître avec une version définitive vendue en boutique finalement, et qui ensuite a mis encore 3 ans pour avoir une version updatée qui est sortie sur Steam. Et c'est cette version-là qui est sortie en arcade. C'est-à-dire qu'on a le jeu qui a fait tout un parcours pour effectivement réussir à faire un jeu qui soit équilibré et surtout qui soit apprécié par les joueurs. Tout a été testé personnage par personnage. C'est-à-dire qu'il a ajouté, il a mis 2 personnages au départ, il a ajouté un personnage sur la version d'après, qui a été vendu au Comiket, avec 1000, 2000, 3000 exemplaires maximum. Et c'est un concept effectivement qu'on a finalement oublié chez les grands éditeurs. On ne teste plus le jeu auprès des joueurs sur quelque chose comme ça. On a essayé de le reproduire avec justement les bêtas qu'on a Moi je pense que les bêtas actuellement qu'on a pu voir sur Dragon Ball Fighter sont très bénéfiques justement, puisque comme disait Sébastien, ok, les top players ils ont une vision relativement éclairée, mais finalement on en revient au même problème. Tu peux pas négliger l'avis du joueur lambda, puisque si ton joueur lambda ne s'amuse pas, ton jeu ne se vendra pas en fait. Et donc les top players n'y joueront pas, parce qu'un jeu qui ne se vend pas, c'est un jeu qui n'est pas joué. Voilà, et c'est un jeu qui n'a pas de cycle de vie marketing de la part de l'éditeur, et on en revient toujours au même problème, où effectivement on dépend énormément de l'éditeur dans l'écosystème actuel, et ouais, on peut très bien faire nos petits tournois entre nous en asso ou dans des bars et compagnie. Mais si on veut une vraie scène compétitive internationale, effectivement, si on n'a pas le support de l'éditeur, c'est très très difficile à l'heure actuelle. Voilà. Mais ça demande une maturité dans la communication, dans l'écoute et des joueurs, et donc du coup de la part des joueurs, des éditeurs, ce qui n'est pas évident parce que on est dans le domaine vidéoludique et qu'on n'a pas forcément envie de faire preuve ou de bienveillance ou d'écoute quand on a acheté un produit, parce qu'on l'a acheté, c'est de l'argent qui est dépensé, parce que donc du coup c'est plein d'éléments qui sont parfois totalement paradoxales qui vont se mélanger, et c'est une sauce qui n'est pas facile à faire prendre, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui en fait la scène e-sport elle est avant tout gérée par les joueurs, parce que c'est leur bébé en fait, c'est leur monde, et les éditeurs ont du mal à rentrer dedans. Sans mauvaise image, parce que là je viens de me redire que ça pouvait être très très mal interprété. Mais du coup on a un peu occulté en fait tout ce qui s'est passé avant finalement Street 5, enfin la sortie de Street 4 par exemple, et ce qu'on appelle le deuxième âge d'or du jeu vidéo. On s'est arrêté aux alentours des années 2000. Précisément, on a le boom du jeu de combat qui arrive en 1993, avec justement le début de la culture otaku, et cette période se termine effectivement en 2003 avec les premiers gros tournois qui vont donner ensuite l'idée à Capcom de relancer Street 4 début 94. Je fais une petite parenthèse là-dessus également, il faut juste remettre les choses dans le contexte qu'on n'a pas tous vécu d'un pays à l'autre les mêmes choses. Chez nous, le jeu de combat, il est mort très très vite, et en fait, il n'y avait que les vrais joueurs entre guillemets de jeux de combat qui continuaient à faire vivre une toute petite scène. Il y a un moment donné, Capcom a dit, moi j'arrête l'arcade, c'est fini. Tout le monde a entendu, il n'y a plus de jeux de combat, ce qui est totalement faux. Ce qu'on disait, on a eu l'occasion d'en discuter avec Kurama au téléphone, il y a toujours eu des jeux de combat, ça ne s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais une année, si vous regardez n'importe quel site qui recense ces jeux de combat, il n'y a jamais une année où il n'y a pas un jeu de combat, ça n'arrive pas. Mais effectivement, il y a eu Street 3, Capcom a fait 2-3 jeux, dont
Marvel vs Capcom 2 qui, d'ailleurs je pensais même pas à celui-là, mais Capcom vs SNK 2 qui a vraiment très très bien marché, ceci Marvel a très bien marché aux États-Unis, et après c'était fini. Et ensuite Capcom revient avec Street 4 et on lit dans la presse le jeu de baston est de retour. Mais le jeu de baston il s'est jamais arrêté pour de vrai, et il y a toujours eu des joueurs de jeux de baston. Mais effectivement par rapport au grand public, et notamment la scène e-sport, ça a relancé complètement la machine. En fait, ce qui s'est... Excuse-moi, vas-y. C'est peut-être aussi le moment d'introduire la petite histoire de Guilty. Donc Guilty Gear est un jeu qui est exceptionnel dans ce sens-là. Il est arrivé justement pendant une période qu'on considère comme creuse. C'est un jeu qui est arrivé d'abord sur console, c'est un jeu PS1, et qui est ensuite à partir de... Il y a une version qui ne s'est pas appelée 2, mais qui s'est appelée X quand il est sorti sur Dreamcast. Et c'est cette version-là qui est sortie en arcade. Et en fait, bon, si on se recentre effectivement sur la France, on est approximativement début des années 2000. Le jeu de baston en France, il est mort, il n'y a pas de salle d'arcade. On se tire la bourre un petit peu sur Tekken, voilà, c'est rigolol, mais c'est entre potes sur le canapé. Ça va pas plus loin. Et voilà. Et là, on commence en fait à voir apparaître des assos parisiennes qui commencent à organiser des tournois qui finalement font leur petit chemin. Donc j'en parlais tout à l'heure. 99 avec Epita, effectivement, les premiers tournois Epita. Là, c'est une scène que toi tu connais beaucoup mieux, parce que moi je suis arrivé un peu plus tard, je suis aux alentours de 2003 dans ce domaine-là. On a là justement Console League qui arrive fin 99, qui est le début de ce qu'on considère comme ce nouveau renouveau en France. Et on va avoir une consolidation derrière en 2002 avec la FFJC, donc la Fédération Française de Jeux de Combat. Qui est une espèce de projet qui va plus ou moins pousser les assos locales à se fédérer via un système de tournois avec des finales et des qualifications un peu partout en France. Je sais qu'à Bordeaux, on a une asso à l'époque commence à se monter qui est la SWGA, que j'ai plus ou moins eu la chance de côtoyer à ses débuts, où c'était un simple club où on se réunissait le jeudi soir pour jouer à Soul Calibur 2 et Street Fighter. Mais surtout Soul Calibur 2 d'ailleurs. Il y a Rennes, Strasbourg, il y a Rennes Bordeaux, effectivement, Rennes Lyon, qui est très active à l'époque. Lille. Lyon aussi très très actif. Et c'est vrai que c'est une niche, c'est au mieux dans les tournois, on a 50-60 participants, ce qui est déjà quand même très bien à l'époque. Très honnêtement, c'est très très bien. Quand tu avais un tournoi à 60 participants, t'étais le roi du pétrole. Alors attention, parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est que moi je déménage sur Paris, donc je commence à m'impliquer un peu plus dans les activités parisiennes. Et là, on commence à avoir un creux, parce que là on est clairement... Alors, en 2003, Soul Calibur 2 marche très bien en France au niveau compétitif, donc dans cette niche. Street Fighter 3, il a une communauté également qui est très active et qui commence en plus à aller au Japon pour jouer. Ouais. Bon, j'exagère évidemment, c'est 12 personnes. Quoi. Enfin, la Street Fighter 3, la communauté, elle est minuscule. Alors attention, non, je te contredis, parce qu'en 2005-2006, il se trouve que l'assaut Console League perd son président, même peut-être un peu plus tard, et moi je finis par reprendre la vice-présidence avec Youssef en président. Frio avant. Oui, aussi. Et on organise par exemple des tournois Street Fighter 3 au COF 2002 sur un coin de table dans les environs, et on a parfois jusqu'à 80 inscrits sur Street 3. Non, on est d'accord. En 2006-2007. Je disais 12 personnes, je disais que c'est une exagération extrême. On est d'accord que même sur 80 inscrits, même il y aurait 200 inscrits, c'est une communauté qui est minuscule et c'est toujours les mêmes joueurs. C'est toujours les mêmes joueurs. Quel que soit le lieu où on est, quand il faut se déplacer partout en France, on va se retrouver avec le même public, ceux qui ont la chance de pouvoir bouger parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore de boulot, tout, etc., parce que c'est organisé un week-end. Mais on retrouvait effectivement, pour de vrai, les 40 mêmes joueurs en fait. Ouais, mais c'est 15-20 joueurs à Rennes, pareil, c'est une trentaine de joueurs à Bordeaux, c'est pareil à Lille. À Paris, il y en a toujours un peu plus, parce qu'effectivement, c'est Paris, bien évidemment. Mais ces joueurs-là, en fait, qui vont rester là dans leur coin et qui vont jouer finalement dans leur niche. C'est à l'époque, si vous voulez vous donner une idée de ce que c'était à l'époque, allez chercher la fameuse vidéo de Game One avec Kayane toute petite, Jean-Claude et Kim de... Kayane qui a eu 12 ans sur tous les stands de Console League pendant approximativement 5 ans. Voilà, championne de DOA, 12 ans, pendant 5 ans. Il y avait des micro-communautés, mais effectivement qui se soudaient pour essayer justement d'être plus gros. Ça fait 20 ans que j'ai 20 ans, moi je te signale. C'est vrai, Sakura dans Street Fighter, c'est pareil, elle a toujours droit à la carte imaginaire, elle est toujours étudiante, il n'y a pas de problème. Et donc effectivement, cette scène-là qui va plus ou moins rester, mais c'est les hardcore de chez hardcore qui jouent au jeu depuis la sortie, jusqu'à l'arrivée de Street Fighter 4. Où là, effectivement, Street 4 qui sort en arcade au Japon en été 2008,
Le jeu rencontre un succès monstre en arcade. Toutes les salles d'arcade du Japon veulent leur Street Fighter 4. Et là, Capcom, effectivement, qui a une très bonne idée, qui sort le jeu 7 mois plus tard, en février 2009, sur console. Et là, c'est la folie. C'est de nouveau, voilà. C'est le renouveau, c'est le deuxième âge d'or du jeu de combat. Alors, j'aime pas utiliser ce terme. Âge d'or, ça fait un peu désuet, tout ça. Le boom, voilà. Le boom du versus fighting. Merci, on y revient. Et du coup, là, effectivement, énormément de gens qui se mettent au jeu. Et là, mais il y a tous les outils en fait pour apprendre à jouer à un jeu de baston, pour appréhender les mécaniques. Il y a Ken Bogart sur YouTube qui nous commente les tournois. C'est e-live, mon ami. Il y a e-live effectivement, mais bon, alors là, je pense qu'on peut parler d'une niche quand même. Il y a les vidéos des grands rankings japonais, il y a les ressources, il y a les forums de discussion, il y a beaucoup plus de partage. Et il y a surtout le jeu en ligne qui va apporter une dimension communautaire malgré la distance. Et Street Fighter 4, et voilà. Et là on en revient à Capcom qui fait un truc génial sans le savoir, parce qu'ils arrivent à pondre un jeu de baston avec un bon netcode, ce qui est très difficile pourtant. Alors ça a été un des gros plus sur Merci de préciser du jeu, c'est-à-dire que le jeu fonctionne parce que vous pouvez vraiment jouer en ligne dans de très bonnes conditions. Vous reprenez le contexte des il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des jeux avant sur lesquels vous pouvez jouer en ligne, même sur Dreamcast, il y en a qui l'ont fait. Virtua Fighter 5 sur Xbox 360, c'est le meilleur netcode de l'histoire de la console, je pense, et c'était bien avant Street 4. Mais effectivement, on a Koftrev qui a réussi à sauver les meubles justement en améliorant son netcode. Ça c'était à la sortie Steam et le jeu était déjà mort malheureusement. On en revient, c'est comment sauver un jeu, ça devient difficile. Mais mieux vaut tard que jamais. C'est au moins les gens qui jouent aujourd'hui peuvent en bénéficier. Mais effectivement, on se retrouve dans une situation où en fait toutes les étoiles en fait sont bien placées, et on en revient à un autre parallèle, c'est qu'on est en 2008. 2009 pour la sortie console chez nous, oui, c'est ça, c'est 2009. Il y a Internet qui est là déjà depuis un long moment, et là on commence à voir depuis 2001, pour ceux qui suivaient bien, et 2002, 2003, 2004, des vidéos qui viennent ou du Japon ou du Tougeki ou au contraire de l'Evo, et là on commence à avoir des vidéos de malades sur d'autres jeux, notamment Star Strike, qui va du coup avoir là une deuxième vie à un jeu auquel personne pensait, parce que tu parlais de la communauté tout à l'heure qui elle n'a jamais lâché le jeu, mais qui était finalement, qui vivait en autarcie. Je viens de me rappeler un truc énorme. Et tu vas nous partager ça. Il faut savoir que les premières personnes qui ont envisagé d'envoyer des joueurs français au Tougeki au Japon, c'était des Strasbourgeois. C'était ESF, et c'est beau finalement. La boucle est bouclée. C'est un peu grâce à eux qu'on est là en train de faire cette conférence quand même. On arrête la conférence. Voilà, merci, au revoir. Et donc pour terminer là-dessus, la venue de Daigo à Strasbourg, avec la stratégie de lui faire boire du vin la veille au soir. Ça a marché. Tout le monde se torche la gueule et lui il arrive frais. Il a gagné quand même, mais ça et il gagne. Non, mais même pas. Lui il arrive le lendemain matin imperturbable alors que tout le monde est dans le mal total. Ça c'est ce que tu croyais, mais en fait dans sa tête, il se passait des trucs. Et donc oui, non seulement Street 4 effectivement a relancé le jeu de combat chez nous et partout dans le monde, mais en plus il a relancé d'autres jeux, des licences qu'on croyait complètement arrêtées. On parlait de Sunstrike, mais il n'y aurait pas eu de nouveau Mortal Kombat si jamais il n'y avait pas Street 4. Mortal Kombat, c'est d'ailleurs mieux vendu que Street 4. Et complètement sûr. C'est pas juste. C'est un excellent jeu, mais c'est pas juste quand même. Messieurs, on va peut-être passer à un cercle de questions, de remarques. Oui. Ah non, pas lui. Non, lui, c'est interdit, il a pas le droit. Il va nous mettre mal à la tête. Question hyper gentille. Est-ce qu'on a parlé beaucoup des jeux, mais pas trop des joueurs. Et est-ce que vous pourriez définir ce qui fait un très grand joueur de versus fighting, qualité physique, humaine, le passé, sa nationalité? Alors, je vais pas me faire beaucoup d'amis dans les cercles des joueurs, mais je pense que la crevardise, c'est ce qui permet d'avoir le bon joueur du joueur au top du top. La crevardise. Parce que quelqu'un qui a la crevardise ne veut pas perdre. Il veut pas perdre sa pièce, il veut pas perdre sa pave d'inscription au tournoi. Il veut jamais perdre en fait. Surtout, il ne lâche rien. Il lâche rien, exactement. Même pas les techniques, rien, les informations. Faut pas lâcher les techniques. C'est à trouver un truc, tu ne dis rien. Effectivement, tu connais quelque chose, effectivement, le truc c'est dans ton coin, oui, c'est très intéressant. Mais sinon, si on veut définir le premier joueur qui a réussi à se définir comme un joueur pro, on parlera toujours de KSK, effectivement.
Galeska qui a inventé un concept qui est très intéressant, qui a essayé d'être copié très souvent, c'est comment devenir un joueur pro, comment vivre de sa passion. Tu crées une salle d'arcade et tu invites tes potes en les faisant payer pour chaque jeton. Voilà, c'est une idée absolument formidable. Je ne sais pas s'il y a une formule magique en fait pour devenir vraiment un excellent joueur, mais en tout cas, tu es obligé de cumuler de nombreuses qualités. Tu es obligé d'avoir de très bons réflexes parce que si tu as tout sur le papier qui est nickel, mais que tu tombes sur un joueur qui a des meilleurs réflexes que toi, ça devient très difficile. Il faut que tu aies une très bonne connaissance du jeu auquel tu joues, ce qui fait que tu as parfois des joueurs qui sont très très bons sur un jeu et qui sont pas bons sur d'autres jeux parce que voilà, les mécaniques vont être sensiblement différentes. En général, tu passes du temps sur le jeu parce que c'est rare que tu aies un joueur qui soit juste bon comme ça au pif et qui débarque, qui roule sur tout le monde. Bon, sauf si c'est le jeu Day One, tu viens d'arriver, le jeu vient de sortir, bon, avec un peu de chance, mais en général, les joueurs ils connaissent leur taf et ils ont voilà. Et puis dans tous les cas de figure, quoi qu'il se passe, c'est une culture le jeu de combat. Donc c'est un bagage que tu vas trimballer avec toi de jeu en jeu et que tu vas faire rouler, que tu vas améliorer. Donc pour devenir un très bon joueur, comme je pense dans n'importe quel sport, en fait, il faut vraiment que tu pratiques au-delà et que tu améliores toutes tes qualités naturelles. C'est en forgeant, littéralement. La crevardise. Qui est une qualité. Alors, c'est pas une question pour vous, c'est juste pour rebondir comment on devient un bon joueur de jeu de baston. Il y a un an, il y avait le Cannes Winter Clash ou quelque chose comme ça, et il y avait des joueurs japonais invités pour Guilty Gear notamment, Fab. Fab, qui est le meilleur joueur de Potemkin au monde. Et il a roulé sur tout le monde, à une main, dans le dos, etc. Les yeux bandés. Et il a dit le niveau français est très faible. Pourquoi? Il a dit vous jouez tout simplement pas assez. Alors à Paris, tous les dimanches, il y a une session qui s'appelle la Baikou Session qui permet de jouer à Guilty. Et Fab leur a dit une fois par semaine, c'est pas assez. Fab a sur la borne d'arcade 15 000 matchs à son actif en 2 ans. Donc autant dire qu'il fait des dizaines de matchs par jour, plus la version console chez lui, où il va en mode entraînement des heures et des heures. Donc voilà, devenir bon à un jeu de baston, c'est grinder le jeu. Si vous aimez les MMO, c'est exactement le même principe. Plus vous grindez, plus vous êtes fort. Et je ne pense pas que les réflexes soient si importants que ça, surtout dans les jeux aujourd'hui qui sont plus lents que les jeux d'antan. Parce que Fab a 38 ans, je crois, donc ses réflexes ne doivent pas être incroyables. C'est juste qu'il a une telle connaissance du jeu qui peut compenser en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que vraiment à haut niveau tout compte. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un qui a exactement le même niveau que le tien mais que toi tu as de meilleurs réflexes, tu seras meilleur. Donc même si tu as du lag dans ton jeu, ce qui est qu'à Street 5 parce que sur certains inputs il va se passer presque une partie avant que ton personnage lève son point, c'est un autre débat. Et effectivement là où tu as relancé déjà 3 dragons dans 2x. Mais si jamais effectivement il y a un truc qui peut se passer vraiment à quelques frames, mais que tu te dis la frame trop tard, mince j'aurais dû faire ça, c'est trop tard parce que de toute façon l'autre qui est en face il va t'enchaîner. Si tu tombes sur un très bon joueur, il va te rouler dessus. Donc pour moi vraiment tous ces aspects là ils comptent. L'excellent joueur c'est celui qui est tout au meilleur. Après les réflexes de toute façon ça se travaille. Bien sûr. C'est une question de... Et ça s'entretient. Ça s'entretient exactement. Donc clairement... moi je suis tout à fait d'accord avec Fab, clairement une fois par semaine quand tu veux être compétitif sur un jeu, surtout quand tu vois un joueur en face de toi qui va être à la salle d'arcade quasiment tous les soirs et qui le reste du temps il va jouer. Mais après je pense que juste grinder c'est pas suffisant. Il faut grinder intelligemment, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir effectivement travailler des points clés dans ton jeu. Si on te fait refaire 36 000 fois le même coup, mais on ne t'explique pas pourquoi tu le fais pas, et toi tu te demandes pas pourquoi tu le fais, je pense que tu vas pas vraiment progresser parce que tu t'es pas posé les bonnes questions. Donc clairement, il y a le volume de jeu qui à mon avis est très important, justement pour la partie mémoire musculaire, timing, pas rater ses combos, qui va être également très important parce que tu vas rencontrer un grand nombre de situations et que tu vas pouvoir effectivement mieux les appréhender.
Mais dans le jeu, en fait, dans le temps de jeu, il y a également une part très importante de réflexion et de remise en question qui, à mon avis, est critique. Moi j'ai une petite question en fait par rapport au délire de l'âge d'or du deuxième âge d'or du versus fighting que vous avez dit par rapport à Street Fighter. Là en 2017 et 2018 il y a une chier de jeux de baston qui sortent, vraiment beaucoup. Justement, quel regard vous avez par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne chose justement, ou est-ce que au contraire le fait qu'il y ait autant de concurrence va plomber le versus fighting? Moi je pense que c'est une excellente chose d'un point de vue purement personnel et égoïste, parce que j'ai toujours aimé jouer à plein de jeux de baston. Malheureusement, je manque de temps par rapport au boulot, mais c'est vrai que personnellement, je lance Street 5, je m'amuse. Je lance 2X, je m'amuse. Là, en ce moment, je suis en train de taffer Tekken 7 à mon rythme parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je m'éclate. Hein. J'ai un bob, je trouve le jeu génial. Je me fais rouler dessus parce que je connais pas les 3/4 des match-ups, mais c'est pas grave. Et là, on est effectivement dans une période où, peu importe ses affinités, on peut jouer à Guilty, on peut jouer à Injustice, on peut jouer à Tekken, on peut jouer à Street 5. À Senko no Ronde. Senko no Ronde, pour moi c'est plus un shoot 'em up. Hein, mais non, bon, c'est un jeu mais de effectivement, combat. le fait qu'il y ait plein de jeux de baston qui se vendent en plus, parce que Injustice ça s'est très bien vendu, Tekken c'est très bien vendu. Bon, Il se vend très bien encore. Se vend très bien encore. Street 5, bon, c'est un peu compliqué. Guilty, je pense qu'il a fait des ventes qui sont quand même très bien aussi, malgré qu'il faut quand même rappeler que Guilty c'est quand même un petit éditeur. Par rapport à la licence, oui, c'est plutôt des bons chiffres. Mais voilà, les chiffres sont bons par rapport à la taille de l'éditeur et aux moyens dont il dispose. Et non, pour moi c'est vraiment une bonne chose parce qu'on est dans un moment où finalement il y a moyen de se faire plaisir avec plein de jeux différents. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser sur la scène e-sport. Moi j'ai tendance à dire que si tu as envie de jouer à un jeu et que tu as des potes pour jouer à ton jeu, la scène e-sport, en fait, finalement, on s'en fout. C'est pas important. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Moi, le fait d'être compétitif et de gagner mes matchs, c'est parce que je m'amuse. Donc finalement, il faut arrêter effectivement de se focaliser sur cet aspect compétition, e-sport, podium, scène, stream et tout. Les jeux, ils sont faits avant tout pour être joués, pour s'amuser. Et à ce niveau-là, c'est génial qu'il y ait plein de jeux de baston, parce qu'il y a plein de styles différents sur lesquels on va tous s'amuser au final. Juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit, justement tout à l'heure vous avez dit que c'est le joueur lambda, justement c'est le nombre qui va acheter le jeu qui va faire justement faire marcher la licence. En tout cas, il y contribue grandement. Voilà, s'il y a 15-20 licences, j'exagère le chiffre, mais de jeux, le joueur lambda ne pourra pas tous les acheter, donc il y aura forcément des licences qui vont mourir. On est d'accord, mais juste pour recontextualiser là encore, tu m'aurais posé la question au milieu des années 90, je t'aurais dit que ça pose problème, et ça a posé problème, parce qu'il y avait un secteur qui était entre guillemets fini, et qu'on était arrivé à un goulot d'étranglement où il y avait trop de jeux et pas assez de gens pour les acheter. Mais aujourd'hui, tu citais quelques licences qui vont sortir. Il y en a quelques-unes effectivement en préparation. Pour de vrai, des jeux qui vont très bien se vendre, ils ne vont pas être si nombreux que ça. Il faut aussi remettre ça dans le contexte. Et c'est normal que tous les éditeurs aient envie de participer au truc. Mais on est beaucoup plus nombreux comme joueurs que dans les années 90. Aujourd'hui, vraiment, j'insiste dessus, le jeu vidéo, c'est le média qui se vend le mieux. Hein. Au-delà des films, au-delà des bouquins, etc. Donc, même s'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris que quand ils jouent avec leur téléphone, ils jouent à un jeu vidéo, ça c'est un autre débat, mais le jeu vidéo, il est partout aujourd'hui. Donc, il y aura des gens pour acheter le jeu. Et après, pour rebondir sur ce que disait Yamato à l'instant, et là, moi, je vais complètement dans son sens. En fait, le souci, c'est qu'on voit trop souvent ça par rapport à la lorgnette du jeu compétitif. Or, pour de vrai, des joueurs qui font de la compétition, c'est une niche dans une niche au niveau de ce monde-là. C'est une toute petite communauté, alors on est très nombreux, mais on est que dalle par rapport au nombre de joueurs potentiels. On parlait tout à l'heure de la communauté de Tekken, où finalement il y a très peu de compétition, entre guillemets, toute proportion gardée, par rapport au nombre de joueurs derrière. Et voilà, donc moi je suis plutôt satisfait qu'il y ait tant de jeux qui sortent, parce que ça veut dire que le genre fonctionne. Et si le joueur fonctionne, en fait, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver à nouveau au creux de la vague. Et moi, c'était vraiment un truc qui me faisait peur à la fin de Street 4, parce que je ne voyais pas comment les éditeurs allaient relancer la machine, parce que justement l'e-sport commençait à prendre beaucoup de place. En fait, on se rend compte finalement que ce n'est pas si grave que ça. Il y a toujours des joueurs aujourd'hui, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je crois qu'il voulait dire un truc aussi, non? Et finalement, par exemple, tu prends le marché actuel, quand tu lances les jeux phares du moment, tu lances le mode online pour jouer, tu as toujours du monde. Enfin, il y a toujours du monde sur Tekken, il y a toujours du monde sur Street, il y a toujours du monde. Bon,
il n'y a pas des centaines de milliers de personnes sur certains jeux. Je pense par exemple à Guilty, où en ligne, effectivement, des fois il y a des creux, mais il y a quand même moyen de trouver du versus. Et clairement, je pense qu'on n'est pas dans un marché où c'est saturé. Et quand on fait le breakdown de tous les jeux actuels, il y a très peu de compétition entre les jeux. Ils ont chacun un public finalement assez proche et une orientation différente. Le seul clash que je pourrais voir éventuellement en 2017, c'est Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear. Mais même là, c'est pareil. Enfin, c'est la licence Dragon Ball, c'est un rouleau compresseur. Je pense pas que les joueurs de Guilty abandonnent Guilty pour le jeu à DB Fighters. Au contraire, ça sera plutôt complémentaire. Et même limite, je vois plutôt Dragon Ball FighterZ comme un moyen de faire découvrir ensuite à ces joueurs Dragon Ball FighterZ Guilty Gear, l'univers Arc 6. Donc finalement, il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais il n'y a pas vraiment de clash entre eux. Et on n'est pas dans un marché saturé comme on a pu l'être dans les années 90. Voilà. Donc moi, je pense vraiment que c'est bénéfique. Même si effectivement, il va y avoir des laissés sur le bord de la route, clairement. Pour l'instant, on est dans un cas où il y a plein de jeux et on a juste en fait à prendre le jeu qu'on aime et à s'éclater dessus. Encore, je te promets, je te rends le micro après, je ne veux pas le garder. Mais juste par rapport, par contre, on parlait des éditeurs tout à l'heure, il y a un truc qui est certain aujourd'hui, c'est que si jamais il y a des nouveaux jeux qui sortent, c'est les anciens jeux qui, par contre, qui seront moins joués. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu veux jouer à Street Fighter 3 Online, tu vas avoir du mal à trouver des gens pour jouer avec toi parce que les serveurs, ils sont déserts. J'exagère un petit peu, tu peux trouver si tu attends un quart d'heure, etc. Mais ça devient beaucoup plus difficile. Mais on en reviendra à ce qui se passait dans les années 90-2000. C'est-à-dire que si jamais c'est vraiment un jeu qui te plaît, bah, tu t'inviteras ton pote avec qui tu aimes bien jouer et voilà, ça se fera dans un autre domaine. En fait, je répète, pour moi, le joueur fait le jeu. Si jamais on veut continuer à jouer derrière, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et au contraire, plus il y a de licences aujourd'hui, plus ça ouvre pour moi de nouveaux horizons et c'est peut-être le meilleur moyen de faire connaître notre communauté en fait à des joueurs qui ne la connaissent pas. Et tu parlais de Dragon Ball à l'instant, c'est un point d'entrée absolument génial. Ils ont tout compris. Hein. Le jeu est génial, c'est Arc 6 qui le réalise et c'est la licence Dragon Ball, le combo gagnant quoi. Sachant que Bandai Namco a un système de distribution qui est extraordinaire pour les supermarchés et pour les boutiques en ligne. C'est-à-dire qu'ils vont en vendre des caisses quoi qu'il arrive, puisqu'il va être en promotion sur Amazon à un prix défiant toute concurrence. Donc il y a une chose qui est très intéressante d'ailleurs sur la mort d'un jeu. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'un jeu est mort? Aujourd'hui, l'outil qu'utilisent la plupart des gens, c'est les chiffres Steam aujourd'hui. Sachant que c'est absolument... c'est pas un outil qui est utile si on considère que certains jeux sont joués à 90% sur console. Par exemple, regardez les chiffres Steam pour Tekken ou pour même Injustice sur Steam, ça n'a aucune valeur. Par contre, ça permet de se rendre compte sur des jeux qui sont déjà en fin de vie et qui vont être beaucoup piratés. Ça se donne une idée en fait de ce qui peut encore fonctionner un petit peu. On peut le voir sur Skullgirls, on peut le voir justement sur Yatagarasu, sur des jeux comme ça qui ont une vie pérenne, une micro-vie sur Steam. Et l'émulation, aujourd'hui, a un vrai intérêt pour certains jeux qui ne sont jouables comme ça. Merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir accordé ces 2 heures. Je rappelle la suite de la soirée qui va durer jusqu'à 3h du matin au Shadok. On a un tournoi Street Fighter V qui se profile tout de suite après la conférence. On a ensuite un super play sur Dodonpachi par un très très bon joueur puisque c'est le 3e score occidental qui s'appelle Blackisto qui est au fond de la salle. Et on a ensuite un jeu surprise présenté par la Badcad. La Badcad, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se déroule cette année les 1er, 2 et 3 décembre à la Maison Bleue de Strasbourg, à Neudorf, et pendant lesquels vous pouvez trouver une quinzaine de bords d'arcade en free play, un tournoi 2X avec des pointures du genre, et on me corrige là-bas derrière. Plus de bornes, plus que 15 bornes. 20 bornes 20 bornes, allez, vendu. 25 et un tournoi Camille, Windjammers avec pas mal de gens de Windjammers France qui viennent. Et on a également à Strasbourg l'association Ring Out qui organise régulièrement des tournois sur Street 5, sur Tekken 7, au Meltdown local.
Et c'est tous les mardis, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, c'est tous les mardis. Ça va peut-être Pour bouger. l'instant, c'est tous les mardis. Merci à tous d'être venus et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup.